Bienvenue à toi dans ce podcast un peu spécial. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu veux progresser sérieusement en français, que tu veux revoir tout ce que tu as appris, ou peut-être que tu veux reprendre les bases après une période sans pratique. Dans tous les cas, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va t'accompagner dans une grande révision complète, une masterclass pour passer en revue les fondations de la grammaire, les conjugaisons les plus utilisées, le vocabulaire indispensable, des erreurs fréquentes à éviter et bien sûr, des conseils pour parler à l'oral avec plus d'aisance et de confiance. Et tout ça dans une ambiance détendue, accessible et motivante. Oui, vraiment. C'est une vidéo à garder précieusement. Tu peux l'écouter en entier d'une seule traite ou petit à petit, selon ton temps. L'important, c'est de rester avec nous jusqu'au bout, car on va aborder beaucoup de choses utiles, parfois qu'on ne t'a jamais expliqué à l'école ou dans un manuel. C'est le genre de vidéo qu'on peut revoir plusieurs fois, enregistrer dans ses favoris ou même écouter pendant une promenade, dans le bus ou en faisant le ménage. Et tu peux aussi interagir avec nous. Si tu aimes ce format, pense à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne et surtout à laisser un commentaire. Tu peux écrire par exemple: quel est ton plus grand défi avec le français aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux améliorer en priorité? La grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, la compréhension orale. Tes réponses nous aident beaucoup pour créer d'autres vidéos utiles comme celle-ci. Et si tu veux soutenir ce podcast, partage-le avec un ami qui apprend le français. Ensemble, on va créer une vraie communauté d'apprenants motivés. Et juste avant qu'on commence, laisse-moi te dire une chose importante. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour progresser. Il suffit d'écouter, de répéter, de pratiquer un peu chaque jour et surtout de rester régulier. Cette vidéo est justement là pour ça. Te donner des repères clairs, des phrases pratiques, des exemples vivants et des explications accessibles, même si tu n'es pas un expert en grammaire. Tu vas voir même des choses qui te semblaient compliquées vont devenir plus simples au fil du podcast. Alors, concrètement, voici le plan que nous allons suivre. Cette vidéo est divisée en 20 grandes parties. Chaque partie est pensée pour te faire avancer étape par étape, comme si tu faisais un voyage dans la langue française. Voici un aperçu de ce qui t'attend. D'abord, on commence par les bases de la grammaire. On va revoir ensemble les règles simples mais essentielles. Le genre des noms, les articles définis et indéfinis, les accords, la négation, les structures de phrases, etc. C'est la fondation. Ensuite, on attaque les temps verbaux les plus utilisés. Le présent de l'indicatif, le passé composé, l'imparfait, le futur proche et le futur simple, le conditionnel, et même une petite introduction au subjonctif.
Puis, on verra en détail les pronoms sujet, tonique, code, koi, i, en, et comment bien les utiliser dans la vie quotidienne. Ensuite, on se concentre sur le vocabulaire essentiel. On parlera du vocabulaire de la vie quotidienne, des objets courants, des verbes utiles, des expressions fréquentes, des thématiques comme la maison, le travail, la famille, la santé, les loisirs. On fera aussi une révision de 50 verbes indispensables, avec des exemples à chaque fois pour bien comprendre comment les utiliser dans un contexte réel. On te présentera ensuite des expressions idiomatiques, des tournures familières que les Français utilisent dans la rue, dans les cafés, à l'oral, mais qu'on ne trouve pas toujours dans les manuels. Puis, on parlera des erreurs les plus fréquentes qu'on entend souvent chez les apprenants. On t'expliquera comment les éviter et comment les corriger facilement. Et ensuite, on t'apprendra à parler avec plus de fluidité. On te donnera des techniques concrètes pour améliorer ta prononciation, structurer tes idées, poser des questions naturelles et répondre avec confiance. Enfin, on finira avec une session de révision active avec des questions-réponses, des mini-quiz oraux et des conseils pour continuer à progresser après cette vidéo. Oui, et tout ça sera expliqué de façon progressive, avec des exemples simples, beaucoup de phrases complètes et aucune pression. Ce podcast, ce n'est pas un examen, c'est une expérience immersive, un moment que tu peux vivre à ton rythme. Et tu verras, plus tu avances dans la vidéo, plus tu vas te dire « Ah mais oui, ça je le comprends maintenant ». Et si tu as un carnet ou une application de notes, c'est le moment de l'ouvrir. Tu peux noter les exemples, les erreurs à éviter, les phrases que tu veux réutiliser. Et surtout, n'aie pas peur de répéter à voix haute. Même si tu es seul chez toi, répéter, c'est une des meilleures techniques pour progresser rapidement. Alors, tu es prêt? Prête? C'est parti. On commence avec la partie 2, les bases de la grammaire française. On va voir ensemble tout ce qu'il faut maîtriser pour construire des phrases correctes et naturelles. On t'explique tout, pas à pas. Bienvenue dans cette première partie du programme. On commence aujourd'hui avec les bases de la grammaire française. C'est une étape qu'il ne faut surtout pas négliger. Même si tu penses connaître ces éléments, il est toujours utile de les revoir, car c'est souvent dans les petites choses qu'on fait les plus grandes erreurs. Alors, installe-toi bien, respire profondément, prends ton carnet ou ton application de notes et on y va. Je me souviens qu'au début, la grammaire me semblait compliquée, un peu comme un labyrinthe. Mais en réalité, quand on comprend les grandes règles, tout devient beaucoup plus clair. Et surtout, on fait moins de fautes et on gagne en confiance. Alors, on commence par quoi? Par le début. Et dans toutes les langues, on commence par les articles. En français, les noms sont presque toujours accompagnés d'un article. Il en existe plusieurs types.
les plus fréquents sont les articles définis et les articles indéfinis. Les articles définis sont le, la, les. On les utilise quand on parle de quelque chose de spécifique, connu du locuteur et de l'interlocuteur. Par exemple, le chien est gentil. Je parle d'un chien que toi et moi connaissons. La voiture de mon père est rouge. Les enfants jouent dans le jardin. Les articles indéfinis sont un, une, des. On les utilise pour parler de quelque chose de non spécifique qu'on mentionne pour la première fois. J'ai acheté un livre. Elle mange une pomme. Ils ont vu des oiseaux dans le parc. Et attention à la contraction des articles. Par exemple, on ne dit pas de les enfants, mais des enfants. Et pas à les amis, mais aux amis. Oui, ça je me souviens, c'était difficile au début, surtout les contractions avec de et à. On dit du pain au restaurant, des problèmes, etc. Exactement. Ensuite, il y a une notion très importante, le genre des noms. En français, chaque nom est soit masculin, soit féminin. Et souvent, ce n'est pas logique. On dit le soleil, masculin, mais la lune, féminine. Un problème, mais une solution. Il faut donc apprendre les noms avec leur article. Un bon conseil, quand tu apprends un nouveau mot, apprends-le toujours avec le ou la, ou un et une. Ne dis pas livre, dis un livre. Ne dis pas voiture, dis une voiture. Ça t'aidera à ne pas faire d'erreur plus tard. Oui, c'est un bon réflexe. Et parfois, il y a des indices. Les mots qui finissent par tion ou t sont souvent féminins, comme la nation, la liberté, la santé, et ceux qui finissent par âge, ment, sont souvent masculins, comme le fromage, le gouvernement. Très bien vu. Ce sont des règles pratiques. Elles ne sont pas parfaites, mais elles aident beaucoup. Passons maintenant à la structure des phrases. En français, l'ordre classique est sujet plus verbe plus complément. Par exemple, je mange une pomme. Elle regarde la télévision. Nous allons au cinéma. Mais attention à la négation, ça change. Pour dire je ne mange pas, on dit sujet plus ne plus verbe plus pas plus complément. Je ne mange pas de viande. Il ne veut pas venir. Nous n'aimons pas le froid et on fait attention à l'élision. Ne devient ne devant une voyelle. Je n'ai pas faim. Elle n'aime pas le café. Et quand on utilise des verbes comme aimer, détester, préférer, il faut faire attention à l'article. On dit « J'aime le chocolat, je déteste les araignées ». Même si c'est une chose en général, on utilise le, la, les. Exactement. Autre point fondamental, l'accord entre le sujet et le verbe. En français, les verbes changent selon la personne. Prenons le verbe parler au présent de l'indicatif. Je parle, tu parles. Il, elle parle. Nous parlons. Vous parlez. Il, elle parle.
Il faut bien écouter les terminaisons. Elles peuvent sembler similaires à l'oral, mais à l'écrit, elles sont différentes. Et ça change tout. C'est là qu'on fait beaucoup de fautes quand on écrit. On entend parle partout, mais à l'écrit, on doit savoir si c'est je parle ou il parle. Il y a un ante qu'on n'entend pas. C'est pour ça que je recommande toujours d'écouter beaucoup, mais aussi de lire régulièrement. Lire aide à fixer l'orthographe et à reconnaître les formes verbales. Autre point important, les adjectifs s'accordent avec le nom en genre et en nombre. Un garçon intelligent, une fille intelligente, des garçons intelligents, des filles intelligentes. Les accords sont un pilier de la grammaire française. C'est souvent là que les fautes se cachent. Et parfois, on oublie que certains adjectifs changent complètement, comme beau et belle, nouveau et nouvelle, vieux et vieille. Tout à fait. Ce sont des adjectifs irréguliers qu'on doit mémoriser avec leurs différentes formes. Enfin, un dernier point pour cette partie. Les prépositions. Elles sont très fréquentes et parfois difficiles à traduire. Je vais à Paris. Je viens de Marseille. Le livre est sur la table. Il est assis à côté de moi. Elle part en vacances. Ce sont des petits mots, mais ils changent tout. On les utilise tout le temps et il faut les apprendre dans des phrases complètes. Oui, et souvent, ce n'est pas logique. On dit je vais en Espagne, mais je vais au Japon. C'est une question d'usage. Il faut les entendre souvent pour les mémoriser. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Pour te permettre d'écouter, de répéter, de reconnaître et surtout de fixer tous ces éléments fondamentaux. On te retrouve tout de suite dans la partie 3, où on va commencer à explorer les temps du présent. Un bloc fondamental pour bien parler français au quotidien. À tout de suite. Bienvenue dans cette 3e partie de notre masterclass. Maintenant que tu maîtrises les bases de la grammaire, on peut entrer dans le cœur vivant de la langue. Les temps du présent. C'est ici que tout commence. Le présent, c'est la base de la communication de tous les jours. Si tu veux parler avec les gens, raconter ta journée, exprimer tes idées, c'est le présent que tu vas utiliser 80% du temps. Oui, et c'est aussi le temps qu'on apprend en premier. Mais même si on l'utilise tout le temps, je remarque que beaucoup de gens continuent à faire des erreurs de conjugaison ou à ne pas bien comprendre les nuances entre les différents types de présent. Exactement. C'est pour ça qu'on va tout reprendre tranquillement ensemble. Et pour t'aider à bien tout mémoriser, je te recommande de répéter les phrases après nous à haute voix si tu peux. Même si tu es dans les transports, dans la cuisine ou dans ton lit, dis-les à voix haute. C'est en parlant qu'on progresse. Alors, commençons avec le présent de l'indicatif. C'est le temps qu'on utilise pour décrire des faits actuels. Je travaille aujourd'hui. Exprimer des vérités générales. Le soleil brille. Parler d'habitude. Elle lit tous les soirs. Exprimer des sentiments.
je t'aime. Prenons un verbe régulier du premier groupe. Parler, je parle, tu parles, il, elle parle. Nous parlons, vous parlez, ils, elles parlent. J'ai souvent entendu qu'on appelle ces verbes des verbes en, ir, c'est bien ça? Exactement. Ce sont les verbes les plus simples à conjuguer et ils sont très fréquents. Aimer, jouer, regarder, travailler, manger. Ils suivent tous la même logique. Mais il y a aussi les verbes irréguliers qu'il faut apprendre par cœur. Par exemple, être, je suis, tu es, il, elle est, est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont, avoir. J'ai, tu as, il, elle a. Nous avons, vous avez. Ils, elles ont, aller, je vais, tu vas. Il, elle va. Nous allons, vous allez. Ils, elles vont. Faire, je fais. Tu fais. Il, elle fait. Nous faisons. Vous faites. Ils, elles font. Ce sont les verbes qu'on utilise tout le temps, donc autant les connaître sur le bout des doigts. Quand je les ai appris, je les récitais comme une chanson. C'est une excellente méthode. Tu peux aussi t'enregistrer et te réécouter. Ça aide beaucoup. Passons maintenant au présent progressif, qu'on appelle aussi parfois le présent continu. En français, on ne dit pas I am eating, comme en anglais. On dit simplement je mange. Mais si on veut vraiment insister sur le fait que l'action est en train de se dérouler maintenant, on peut utiliser la structure. Être en train de plus verbe à l'infinitif. Exemple. Je suis en train de lire un livre. Elle est en train de cuisiner. Nous sommes en train d'enregistrer un podcast. J'aime bien cette construction. Elle est très claire. Mais je pense qu'il ne faut pas trop l'utiliser, non? Exactement. En français, on préfère souvent rester simple. Le présent suffit dans la plupart des cas. Cette structure sert à insister sur l'action en cours ou à corriger quelqu'un. Par exemple, tu dors? Non, je suis en train de travailler. Maintenant, parlons de l'impératif présent. C'est le temps qu'on utilise pour donner un ordre, un conseil ou une invitation. Exemple. Mange ta soupe. Fais attention. Va à l'école. Soyez prudent. Il n'y a que 3 formes à l'impératif. Tu, nous et vous. Et souvent, pour les verbes en R, on enlève le S à la forme tu. Tu parles, parle. Tu écoutes, écoute. Mais attention, pour des raisons de prononciation, on le garde quand le verbe est suivi de en ou ir. Mange-en. Vas-y. C'est un détail que j'avais oublié. Donc on dit écoute bien, mais écoute en un autre. Oui, c'est subtil mais important. Enfin, terminons cette partie avec un temps qu'on appelle parfois présent, mais qui est un peu différent. Le présent du conditionnel.
C'est le temps qu'on utilise pour exprimer une hypothèse, une politesse ou un souhait. Exemple. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Si j'étais riche, je partirais en voyage. Tu devrais réviser un peu plus. Il se forme à partir du futur, mais avec les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, vouloir, je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, ils voudraient. Donc c'est un mélange entre le futur et le passé. On pourrait dire ça. En tout cas, c'est un temps très utile pour parler avec politesse. Par exemple, à la boulangerie, au lieu de dire « je veux une baguette », tu peux dire « je voudrais une baguette ». Ça fait tout de suite plus naturel et plus gentil. Et on peut l'utiliser aussi pour donner des conseils. Tu devrais dormir plus. Il faudrait faire attention. Exactement. Et voilà, tu connais maintenant les 4 formes principales du présent en français. Tu as vu qu'elles sont simples, mais riches, et qu'elles permettent déjà de dire énormément de choses. On va s'arrêter ici pour cette partie. Et dans la prochaine, on passera à un autre pilier du français, le passé. Tu verras les différences entre le passé composé, l'imparfait et un peu du plus que parfait. C'est là que beaucoup d'apprenants se perdent. Mais toi, tu vas y arriver, j'en suis sûr. À tout de suite dans la partie suivante. Bienvenue dans cette 4e partie de notre masterclass. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait souvent peur, les temps du passé. Beaucoup d'apprenants confondent l'imparfait et le passé composé et ne savent pas trop à quoi sert le plus que parfait. Mais tu vas voir, avec les bonnes explications et des exemples concrets, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. C'est vrai que quand j'ai commencé à apprendre le français, je mélangeais toujours l'imparfait et le passé composé. J'utilisais l'un à la place de l'autre sans trop savoir pourquoi. Mais avec un peu de pratique, j'ai compris qu'ils ont chacun un rôle bien précis. Exactement. On va commencer par le passé composé, parce que c'est celui qu'on utilise le plus souvent pour parler d'actions terminées, des faits ponctuels dans le passé. On l'utilise quand on veut raconter ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, une action spécifique. Prenons le verbe manger. J'ai mangé une pizza hier soir. Tu as regardé un film. Il a fini ses devoirs. Nous avons pris le bus ce matin. Vous avez bien dormi? Ils ont visité Paris l'année dernière. Comme tu le vois, le passé composé est formé avec l'auxiliaire avoir ou être au présent, suivi du participe passé. La majorité des verbes utilisent avoir, mais certains verbes, notamment ceux de mouvement comme s'aller, venir, arriver, partir, utilisent être. Ah oui, je me souviens de cette règle des DRNMRS Vandertramp. C'était une astuce qu'un prof m'avait donnée pour retenir les verbes qui se conjuguent avec être. C'est une bonne astuce, effectivement. Retenir les principaux verbes comme aller, venir, naître, mourir, monter, descendre, arriver, partir.
entrer, sortir, rester, tomber, etc. Et n'oublie pas que quand on utilise être comme auxiliaire, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Elle est allée au marché. Ils sont partis tôt. Nous sommes restés à la maison. Si nous est féminin. C'est un détail que beaucoup oublient, moi la première. Et maintenant, l'imparfait. Oui, passons à l'imparfait. Ce temps est utilisé pour décrire des situations habituelles dans le passé, des descriptions ou encore des actions longues ou inachevées. Il donne une ambiance, un contexte. Exemple. Quand j'étais petit, je jouais dans le jardin. Elle lisait tous les soirs avant de dormir. Il faisait froid ce jour-là. Nous regardions la télé quand le téléphone a sonné. Comme tu peux le voir, on l'utilise souvent en combinaison avec le passé composé. Je regardais un film, imparfait, l'action en cours. Quand mon ami est arrivé, passé composé, l'action soudaine. Donc si je dis « je marchais dans la rue quand j'ai vu un chien », c'est correct. Parfaitement. Je marchais, donne le contexte, et j'ai vu marque l'événement ponctuel. C'est ce contraste entre durée, imparfait, et action précise, passé composé, qu'il faut bien comprendre. Conjuguer l'imparfait est assez simple, car on part de la forme nous au présent et on ajoute les terminaisons. Je parlais, tu parlais, il, elle parlait, nous parlions, vous parliez. Ils, elles parlaient. Même chose avec finir. Nous finissons, je finissais, tu finissais, il finissait, etc. Et maintenant, passons au troisième temps du passé, le plus que parfait. Ce temps est utilisé pour parler d'une action antérieure à une autre action passée. Exemple. J'avais déjà mangé quand tu es arrivé. Elle avait fini ses devoirs avant de sortir. Nous avions regardé ce film l'année dernière. Il se forme avec l'imparfait de l'auxiliaire avoir ou être, suivi du participe passé. Donc c'est comme une chronologie dans le passé. Le plus que parfait vient avant le passé composé. Exactement. Si tu racontes ton samedi soir, j'ai vu Marie, passé composé, elle avait déjà quitté la fête, plus que parfait. Son départ est antérieur à ta présence. On ne l'utilise pas aussi souvent que les deux autres, mais il est essentiel dans les récits plus complexes ou dans les histoires. Et voilà, on a maintenant une bonne compréhension des trois temps principaux du passé. Pour résumer simplement, temps, usage principal. Exemple, passé composé, action ponctuelle terminée. J'ai mangé une pizza, imparfait. Action longue, répétée, description. Il faisait froid. Je lisais chaque soir. Plus que parfait. Action encore plus ancienne. Elle avait fini quand je suis arrivé. C'est très clair maintenant. Et ce que j'aime, c'est que les exemples permettent de bien visualiser les différences. C'est exactement l'objectif. Et maintenant que tu comprends mieux les temps du passé,
tu vas pouvoir raconter des histoires, des souvenirs, des anecdotes avec plus de précision. Dans la prochaine partie, on va voir un autre point très important, le futur en français. C'est le moment où tu vas apprendre à parler de tes projets, tes rêves, ce que tu vas faire demain, la semaine prochaine ou dans 10 ans. Reste bien avec nous et on se retrouve tout de suite pour ça. Bienvenue dans cette 4e partie de notre masterclass. Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel, les temps du passé en français. Beaucoup d'apprenants ont du mal à faire la différence entre le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Pourtant, chacun de ces temps a un rôle bien précis et une fois qu'on comprend leur logique, tout devient plus simple. Je me souviens que c'était un vrai casse-tête au début. J'utilisais souvent l'imparfait à la place du passé composé ou l'inverse. Et le plus que parfait, je l'évitais complètement parce que je ne savais pas comment l'utiliser. C'est normal, Sophie. On va tout clarifier ensemble, pas à pas. Commençons par le passé composé, qui est sans doute le temps du passé le plus utilisé à l'oral. Il sert à raconter une action terminée, ponctuelle, qui s'est produite à un moment précis. Par exemple, on dira « J'ai mangé une pizza hier soir ». Tu as vu ce film? Il a terminé son travail. Nous avons pris le train ce matin. Ils ont visité Paris l'an dernier. Tu vois le schéma? On utilise l'auxiliaire avoir ou être au présent, suivi du participe passé. La majorité des verbes utilisant l'auxiliaire avoir. Mais il existe une liste de verbes, souvent liés au mouvement, qui utilisent être comme aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, naître, mourir, etc. Et très important, quand on utilise être comme auxiliaire, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, elle est partie tôt ce matin. Nous sommes arrivés à l'heure. Ils sont montés dans le bus. Donc avec avoir, il n'y a pas d'accord, mais avec être, il faut penser à accorder. Exactement. C'est une des erreurs classiques des apprenants. Maintenant, voyons l'imparfait. Ce temps est utilisé pour décrire des situations dans le passé, parler d'habitudes, d'actions longues ou de contexte. Par exemple, quand j'étais enfant, je jouais souvent dans le parc. Il faisait froid ce jour-là. Elle lisait tous les soirs avant de dormir. Nous regardions la télé quand le téléphone a sonné. On voit souvent le passé composé et l'imparfait ensemble dans une même phrase. L'imparfait donne le contexte et le passé composé marque une action soudaine. Par exemple, je marchais dans la rue quand j'ai vu un chien. Donc l'imparfait, c'est l'ambiance, le décor, et le passé composé, c'est l'action qui se passe. C'est une très bonne manière de le résumer. Et pour conjuguer un verbe à l'imparfait, c'est assez simple.
il suffit de partir de la forme nous au présent, d'enlever la terminaison once et de rajouter les terminaisons suivantes. Aïs, aïs, aït, ion, iez, aïent. Par exemple avec le verbe parler. Je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Et maintenant, passons au plus que parfait. Ce temps est utilisé pour parler d'une action encore plus ancienne qu'une autre action dans le passé. Il exprime donc une antériorité. Voici quelques exemples. J'avais déjà mangé quand tu es arrivé. Elle avait terminé son travail avant de partir. Nous avions vu ce film l'année dernière. Sophie. Donc c'est un peu comme dire avant ça, il s'était déjà passé quelque chose. Exactement. On forme le plus que parfait avec l'imparfait de l'auxiliaire avoir ou être, suivi du participe passé, comme dans le passé composé. Par exemple, j'avais fait mes devoirs. Il avait oublié son sac. Nous étions déjà partis quand ils sont arrivés. C'est un temps très utile pour raconter des histoires, organiser une chronologie d'événements ou donner des explications. On ne l'utilise pas tout le temps, mais il apporte beaucoup de précision quand on sait s'en servir. Je comprends mieux. Donc, pour résumer, le passé composé sert à dire ce qu'on a fait, une action claire et terminée. L'imparfait, c'est pour le décor, les habitudes, les descriptions. Et le plus que parfait, c'est pour une action qui s'est passée encore avant une autre action passée. C'est exactement ça. Et voici un dernier exemple pour bien comparer les trois. Quand j'étais petit, imparfait. Je jouais dans le jardin tous les jours, imparfait. Un jour, j'ai vu un serpent passé composé. Je n'avais jamais eu aussi peur, plus que parfait. Tu vois comment chaque temps a sa fonction dans la narration. Ça te permet de raconter une histoire avec richesse, clarté et nuance. C'est super clair. Merci Luc. C'est comme si chaque temps avait une couleur différente dans une peinture. L'imparfait peint le fond, le passé composé ajoute les détails, et le plus que parfait apporte de la profondeur. Très belle image. Bravo. Et dans la prochaine partie, on va parler d'un autre temps clé, le futur en français. Tu vas apprendre à exprimer tes projets, tes rêves, ce que tu vas faire demain ou dans 10 ans. Reste bien avec nous. Aujourd'hui, on va explorer un aspect fondamental de la langue française, les temps du passé. C'est souvent un vrai casse-tête pour beaucoup d'apprenants. Pourquoi ? Parce qu'en français, on a plusieurs façons de parler du passé et il faut savoir choisir le bon temps au bon moment. Alors ne t'inquiète pas, on va voir ensemble les 3 principaux temps du passé que tu dois absolument connaître. Le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Le passé composé, c'est celui qu'on utilise le plus souvent à l'oral. Il sert à parler d'une action terminée, d'un événement ponctuel, quelque chose qui s'est produit à un moment précis. Par exemple, si tu dis « Hier, j'ai mangé une pizza »,
ou ce matin j'ai pris le métro. Tu utilises le passé composé pour raconter une action qui s'est déroulée et qui est maintenant terminée. C'est un peu comme une photo dans le temps. Quelque chose s'est passé, on le dit, et c'est fini. La structure est assez simple. On utilise un auxiliaire, soit avoir, soit être, conjugué au présent, suivi du participe passé du verbe principal. Je me souviens que je faisais souvent des erreurs avec ça. J'avais du mal à savoir quand utiliser avoir et quand utiliser être. Et parfois, je n'accordais pas correctement le participe passé avec être. Tu n'es pas la seule, Sophie. C'est une difficulté très fréquente. La plupart des verbes utilisent l'auxiliaire avoir. Par exemple, j'ai vu, tu as lu, nous avons fini. Mais certains verbes, surtout ceux qui indiquent un mouvement ou un changement d'état, utilisent être, comme dans je suis allé, elle est née, ils sont partis. Et quand on utilise être, il faut accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Donc on dira elle est allée avec un E ou ils sont partis avec un S. Ah oui, je me rappelle. Et parfois, j'oubliais complètement l'accord, surtout quand le sujet était féminin ou pluriel. C'est normal au début, mais avec de la pratique, ça devient automatique. Ensuite, on a l'imparfait. Ce temps est utilisé pour décrire une situation dans le passé, une habitude, une action longue ou inachevée. Il sert à peindre le décor, à poser une ambiance. Imagine qu'on te demande comment était ta vie quand tu étais petit. Tu vas utiliser l'imparfait pour décrire ce contexte. Par exemple, quand j'étais enfant, je jouais souvent dans le jardin. Il faisait beau. Mon grand-père me racontait des histoires. Tu vois, on n'est pas dans des actions ponctuelles, mais plutôt dans des descriptions, des souvenirs, des routines. Donc si je dis je marchais dans la rue quand j'ai vu un chien, je marchais est à l'imparfait parce que c'est l'action en cours et j'ai vu est au passé composé parce que c'est ce qui est arrivé soudainement. C'est ça? Exactement. Tu as tout compris. Le passé composé exprime l'action principale, ponctuelle, celle qui interrompt ou se détache, tandis que l'imparfait sert à installer un contexte, une toile de fond. Les deux fonctionnent très bien ensemble pour raconter des histoires. Et maintenant, il y a un troisième temps qu'on oublie parfois, mais qui est très utile, le plus que parfait. Je crois que je l'utilise rarement, ou alors je ne suis jamais sûre de le faire correctement. C'est souvent le cas. Le plus que parfait sert à parler d'une action passée qui s'est produite avant une autre action passée. C'est un peu comme un retour en arrière. Par exemple, si tu dis « J'avais déjà mangé quand elle est arrivée », tu utilises le plus que parfait pour montrer que l'action de manger s'est produite avant l'arrivée de la personne. Autre exemple, il avait oublié ses clés, donc il n'a pas pu entrer.
La structure est simple. On prend l'imparfait de l'auxiliaire avoir ou être et on ajoute le participe passé. Comme dans j'avais fini, elle était partie, nous avions compris, etc. Donc, si je comprends bien, on peut raconter une histoire comme ça. J'étais en train de cuisiner. Ça, c'est l'imparfait. Ensuite, quelqu'un a sonné à la porte, passé composé, et j'avais déjà mis le plat au four, plus que parfait. Parfaitement dit. Tu vois maintenant comment ces trois temps peuvent coexister pour construire une narration riche et nuancée. On pourrait même dire que l'imparfait peint le décor. Le passé composé apporte l'action. Et le plus que parfait ajoute une profondeur chronologique. Si tu veux raconter une histoire vivante en français, il te faut absolument ces trois outils. J'aime bien cette idée. Et je suppose que plus on lit ou écoute du français, plus on devient sensible à ces nuances. C'est exactement ça. L'exposition est essentielle. Lis des histoires, écoute des conversations, regarde des films français. Tu vas sentir naturellement quand utiliser l'imparfait ou le passé composé. Et pour le plus que parfait, pense à l'utiliser quand tu veux dire avant ça, il s'était passé quelque chose. Avec un peu d'entraînement, ça deviendra un réflexe. Merci Luc, c'est beaucoup plus clair maintenant. J'ai l'impression que j'ai déjà progressé rien qu'en parlant de tout ça. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, on va plonger dans le futur. Comment dire ce qu'on va faire, ce qu'on prévoit, ce qu'on espère. Prépare-toi, ça va être passionnant. Bienvenue dans cette nouvelle étape de notre parcours. Aujourd'hui, on va parler du futur. C'est un sujet passionnant parce qu'il nous permet de nous projeter, de rêver, de faire des plans, de prendre des décisions. Et en français, il existe plusieurs façons de parler du futur. Alors dans cette partie, on va explorer les différents temps qui permettent d'exprimer une action future, notamment le futur proche, le futur simple. Et on évoquera aussi brièvement le futur antérieur. Bien sûr, on va faire ça tranquillement en prenant des exemples concrets et utiles pour la vie quotidienne. C'est vrai que quand j'ai commencé à apprendre le français, je disais toujours je vais faire quelque chose, mais j'étais un peu perdue quand je voyais ou entendais je ferai ou j'aurai terminé. Je me demandais pourquoi il y a plusieurs futurs en français et quand est-ce qu'on utilise chacun. C'est une excellente question, Sophie. Et elle revient très souvent. En fait, il y a deux grands temps du futur qu'on utilise très régulièrement. Le futur proche et le futur simple. Et ensuite, un troisième temps un peu plus avancé, le futur antérieur, qu'on utilise pour parler d'une action qui sera terminée dans le futur. Commençons avec le futur proche. C'est celui que tu as mentionné. Je vais faire, je vais partir, il va manger. Il est formé avec le verbe aller, conjugué au présent, suivi d'un verbe à l'infinitif. Par exemple, aujourd'hui,
je vais apprendre une nouvelle leçon. Demain, nous allons visiter un musée. C'est un futur très utilisé à l'oral. Pourquoi? Parce qu'il est simple, clair, et il donne une impression d'imminence. Il s'agit souvent d'un futur très proche ou d'une décision déjà prise. Par exemple, quand tu dis « je vais regarder un film ce soir », ça veut dire que tu as déjà prévu de le faire. Oui, et c'est ce que j'utilisais tout le temps au début, parce que c'était facile à construire. Mais j'ai remarqué que dans les livres ou dans les journaux, on utilise plus souvent je ferai, il partira. C'est ça le futur simple. Exactement. Le futur simple est un temps plus neutre, plus littéraire aussi, qu'on retrouve souvent dans les écrits ou dans un langage plus formel. Mais il est aussi tout à fait utilisé à l'oral. Il est un peu plus difficile à maîtriser au début, car il faut connaître les terminaisons. Pour les verbes réguliers, on prend l'infinitif du verbe et on ajoute les terminaisons suivantes. Ai, as, a, onze, es, ont. Par exemple, je parlerai, tu finiras, il viendra. Nous irons, vous verrez, ils sauront. Attention bien sûr aux verbes irréguliers. Il y en a quelques-uns qu'il faut apprendre par cœur, comme être, qui devient je serai, avoir, qui devient j'aurai, ou faire, qui donne je ferai. Ah oui, je serai et j'aurai. Je les ai vus souvent dans des phrases comme quand je serai grand ou j'aurai 20 ans demain. Exactement. Ce sont des classiques. Et ils montrent aussi qu'on peut utiliser le futur simple avec des subordonnés temporels. Quand je serai en France, je visiterai Paris. Dès que tu auras terminé, tu pourras sortir. Et justement, cela nous amène au futur antérieur, un peu plus avancé, mais pas si compliqué que ça. Ce temps exprime une action qui sera terminée dans le futur avant une autre action future. Par exemple, quand tu arriveras, j'aurai déjà mangé. Ici, j'aurai déjà mangé est au futur antérieur. Il montre que l'action est finie avant que l'autre n'arrive. Ce temps est formé avec l'auxiliaire avoir ou être au futur simple, suivi du participe passé. Par exemple, j'aurai fini, tu seras parti, elle aura compris, nous aurons terminé. D'accord, donc si je dis quand tu reviendras, j'aurai déjà lu le livre, ça marche? Parfait, c'est exactement ça. Tu vois, ce n'est pas si compliqué. Il faut juste prendre le réflexe de penser en deux étapes, une action future et une autre action qui sera déjà terminée à ce moment-là. Maintenant, une petite astuce très utile. En français, on exprime aussi le futur avec le présent dans certains cas. C'est souvent quand le contexte est clair ou dans des expressions figées. Par exemple, demain, je pars à la montagne. Ici, on utilise le présent, mais on parle d'un futur très proche. C'est très courant à l'oral, surtout avec des mots comme demain, ce soir, bientôt, dans une heure.
Donc, ne sois pas surpris si tu entends un Français dire « Je rentre tard ce soir ». Ce n'est pas une erreur. C'est juste une autre façon de parler du futur. C'est super intéressant. En fait, on peut exprimer le futur de plusieurs manières. Avec le futur proche, je vais faire. Avec le futur simple, je ferai. Avec le futur antérieur, j'aurai fini. Et même avec le présent, je pars demain. Exactement. Et chacun a son registre et sa fonction. Le futur proche est utilisé pour des projets immédiats ou des décisions prises. Le futur simple est plus neutre et s'emploie dans un contexte plus général ou littéraire. Le futur antérieur donne une notion de séquence dans le temps. Et le présent est très courant à l'oral pour exprimer un futur immédiat. Est-ce que tu aurais des phrases types à me conseiller pour m'entraîner? Bien sûr, en voici quelques-unes. Ce week-end, je vais visiter le musée d'Orsay. Demain, il partira à 9 heures. Quand ils arriveront, nous aurons déjà commencé. Ce soir, je regarde un film. Tu peux les lire à voix haute, les répéter ou même les adapter à ta propre vie. Tu verras, petit à petit, tu vas sentir ce qui sonne naturel. Merci Luc. C'est beaucoup plus clair maintenant. J'ai hâte d'utiliser tout ça dans mes conversations. Tu fais des progrès énormes. Dans la prochaine partie, on va parler d'un autre pilier fondamental du français, le vocabulaire, et plus précisément, comment enrichir ton lexique sans t'ennuyer, grâce à des techniques simples et efficaces. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, peut-être même l'un des plus importants dans l'apprentissage d'une langue, le vocabulaire. Parce qu'apprendre le français sans vocabulaire, c'est comme vouloir cuisiner sans ingrédients. Même si tu connais la grammaire, la conjugaison, les structures, si tu n'as pas les mots, tu ne peux rien exprimer. Et parfois, les apprenants se sentent frustrés parce qu'ils ont l'impression de toujours manquer de mots, de toujours chercher leurs mots ou de ne pas trouver le bon mot au bon moment. Oui, ça m'arrive tout le temps. Parfois, je veux dire une phrase, je connais la structure, mais il me manque juste un mot et tout s'écroule. Et ça me décourage, surtout quand je suis en conversation. Je te comprends. Et c'est exactement pour ça que cette partie est très importante. Aujourd'hui, je vais te donner des méthodes concrètes pour enrichir ton vocabulaire rapidement, durablement et de façon agréable. Le but, ce n'est pas de mémoriser des listes interminables de mots, mais d'apprendre les bons mots au bon moment, de la bonne manière, et surtout de les retenir sur le long terme. D'abord, il faut comprendre une chose. Le cerveau adore le contexte. Si tu apprends un mot isolé, comme ça, sans contexte, il va vite disparaître de ta mémoire. Mais si tu l'apprends dans une phrase, dans une situation réelle ou imagée, ton cerveau va l'associer à quelque chose de concret et tu t'en souviendras beaucoup mieux. C'est pour ça que je recommande toujours d'apprendre les mots en
contexte. Tu veux dire comme dans des histoires, des dialogues ou des exemples de la vie quotidienne? Évidemment, apprends des phrases complètes, pas juste des mots. Par exemple, au lieu de retenir marcher seul, retiens plutôt. Chaque matin, je marche 20 minutes pour aller au travail. Tu apprends le mot marcher et tu apprends une structure utile que tu peux réutiliser. Tu crées des automatismes. Une autre méthode très efficace, c'est d'utiliser la répétition espacée. Tu connais peut-être des applications comme Anki ou Quizlet. Ce sont des outils de flashcards intelligentes qui te permettent de réviser les mots que tu veux apprendre et qui te les présentent au bon moment, juste avant que tu sois sur le point de les oublier. Cette méthode est très puissante car elle respecte le fonctionnement naturel de la mémoire humaine. J'ai déjà essayé Anki, mais j'avais du mal à rester motivée. J'oubliais souvent d'y aller tous les jours. C'est normal. Le plus dur, c'est la régularité. Mais tu peux adapter la méthode. Par exemple, au lieu d'utiliser l'appli, tu peux te faire des mini-révisions le matin ou le soir avec un carnet. Ou tu peux intégrer les mots dans ton quotidien. Tu colles des post-it sur les objets chez toi. Tu fais des phrases à voix haute dans la rue. Tu parles tout seul en français dans ta tête. Ça fonctionne aussi. L'idée, c'est d'exposer ton cerveau au même mot plusieurs fois, dans plusieurs contextes, à différents moments. Et plus tu l'utilises, plus il devient actif dans ta mémoire. C'est comme un chemin. Plus tu l'empruntes, plus il devient facile à retrouver. Et est-ce qu'il faut apprendre tous les mots d'un coup ou il vaut mieux se concentrer sur certains mots d'abord? Très bonne question. Il ne faut pas essayer d'apprendre tous les mots. Ce serait impossible et inutile. Il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on appelle le vocabulaire de haute fréquence, c'est-à-dire les mots qu'on entend et qu'on utilise le plus souvent. On estime que 1000 mots de base suffisent pour comprendre environ 80% des conversations quotidiennes. Donc, commence par cela. Ce sont les verbes les plus fréquents, les noms les plus utilisés, les adjectifs essentiels. Par exemple, aller, faire, dire, savoir, aimer, penser, mettre, parler. Tous ces verbes sont très fréquents. Et puis, des mots comme jour, soir, maison, travail, voiture, problème, solution, idée, question. Si tu maîtrises ces mots, tu peux déjà comprendre et exprimer beaucoup de choses. Je me rends compte que parfois, je veux apprendre des mots compliqués ou rares, mais je n'utilise même pas bien les mots les plus simples. C'est une erreur fréquente. Il vaut mieux maîtriser parfaitement 100 mots simples que connaître 1000 mots rares que tu n'utilises jamais. La priorité, c'est l'utilité. Pose-toi toujours la question, est-ce que ce mot va m'aider à parler avec quelqu'un? Est-ce que je vais le voir souvent? Est-ce qu'il m'aide à m'exprimer? Si oui, apprends-le. Sinon, laisse-le pour plus tard.
Une autre méthode que j'aime beaucoup, c'est la thématisation. Tu choisis un thème par semaine. La nourriture, le corps humain, la famille, le travail, les émotions. Et tu apprends 10 à 20 mots sur ce thème. Ensuite, tu les utilises en contexte. Tu écris un petit texte, tu racontes une histoire, tu en parles avec quelqu'un ou tu te fais un petit monologue. L'idée, c'est de connecter les mots entre eux dans un même univers. Oui, ça me paraît plus logique. Et en plus, c'est plus motivant que de juste lire une liste. Exactement. Et tu peux aussi varier les supports. Lire des articles simples, regarder des vidéos avec sous-titres, écouter des podcasts. Et dès que tu entends un mot intéressant, note-le. Note l'exemple où tu l'as entendu et reviens-y plus tard. Tu construis ta propre base de vocabulaire qui a du sens pour toi. Et n'oublie pas une chose essentielle. Parle. Même si tu fais des erreurs, même si tu cherches tes mots, c'est en utilisant activement le vocabulaire que tu l'ancreras dans ta mémoire. L'apprentissage passif, écouter, lire, est important, mais l'apprentissage actif, parler, écrire, est ce qui transforme la connaissance en automatisme. Tu as raison. J'ai remarqué que quand je me force à parler, même toute seule, les mots reviennent plus vite, même si ce n'est pas parfait. Et c'est parfait comme ça. Ce n'est pas grave si tu fais des fautes. L'important, c'est de progresser. Et à chaque fois que tu réutilises un mot, tu l'inscris plus profondément dans ta mémoire. Alors pour récapituler, apprends les mots en contexte, dans des phrases, utilise la répétition espacée sous une forme qui te plaît. Concentre-toi sur le vocabulaire fréquent et utile. Thématise ton apprentissage. Et surtout, parle, parle, parle. Dans la prochaine partie, on va aborder un sujet souvent négligé mais très puissant. Comment comprendre les Français à l'oral, même quand ils parlent vite, avec des contractions, des mots familiers ou des liaisons. Tu verras, on va te donner plein d'astuces pour enfin comprendre le français parlé naturellement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent chez les apprenants de français. Tu te débrouilles bien à l'écrit, tu arrives à lire des textes, tu comprends les sous-titres. Mais dès que tu entends des Français parler entre eux, dans la rue, dans une série ou à la radio, c'est la panique. Tu ne comprends presque rien. Ça va trop vite. Ça mange les mots. Ça enchaîne sans respirer. Et tu te demandes, est-ce que c'est encore du français? Rassure-toi, tu n'es pas seul. C'est un problème courant. Et aujourd'hui, on va t'aider à mieux comprendre le français parlé naturellement. C'est tellement vrai. Je me souviens, la première fois que j'ai regardé un film français sans sous-titres, j'ai eu l'impression qu'il parlait une autre langue. Je ne reconnaissais presque aucun mot, alors que, sur le papier, j'étais capable de lire des articles,
de comprendre des dialogues dans les livres. C'est comme si mon oreille n'était pas encore habituée. Exactement. Et c'est là que tout commence. Entraîner ton oreille. Parce que le français écrit et le français oral sont deux réalités très différentes. À l'oral, les Français parlent vite. Ils font des contractions. Ils utilisent des expressions familières. Ils ne prononcent pas toujours tous les sons et surtout, ils utilisent un rythme particulier. Pour commencer, parlons de la liaison. C'est l'un des aspects les plus déstabilisants pour les apprenants. Tu apprends un mot tel qu'il est écrit. Ils ont, vous êtes, un homme, mes amis. Mais à l'oral, ça devient ils ont, vous êtes, un homme, mes amis. Le son final du premier mot se connecte avec le début du suivant. Et parfois, si tu ne connais pas cette liaison, tu ne reconnais pas le mot. Oui, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que vous avez se disait vous avez d'un seul bloc. Je croyais que c'était un mot inconnu. Et parfois, même quand je connaissais les mots, je ne les reconnaissais pas à cause de ces liaisons. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut s'habituer au son, pas seulement aux mots écrits. Une bonne astuce, c'est de répéter à l'oral ce que tu entends. Par exemple, tu regardes une série ou une vidéo YouTube. Tu mets les sous-titres, tu écoutes une phrase, tu la mets en pause et tu la répètes exactement comme tu l'as entendue. Tu imites la mélodie, la prononciation, le rythme. Ça s'appelle du shadowing. C'est une technique très puissante. J'ai essayé ça récemment avec un podcast en français. Je mettais la vitesse à 0,75 au début. Je répétais les phrases et petit à petit, j'ai commencé à reconnaître les structures, les intonations. C'est comme si je décryptais enfin ce que j'entendais. C'est exactement ça. Et en plus, en répétant à voix haute, tu améliores aussi ta prononciation. Donc c'est deux bénéfices en un. Un autre point très important, c'est le vocabulaire familier. Beaucoup d'apprenants apprennent un français académique un peu trop propre et ils se retrouvent face à un langage de tous les jours. Je sais pas au lieu de je ne sais pas. Je suis crevé au lieu de je suis fatigué. T'as vu au lieu de tu as vu. Et s'ils ne connaissent pas ces formes contractées ou familières, ils sont complètement perdus. Oui, la première fois qu'on m'a dit « t'inquiète », j'ai cru que c'était une insulte, alors que ça veut juste dire « ne t'inquiète pas ». Exactement. Le français parlé est rempli de raccourcis, d'abréviations, de sons avalés. Et c'est pour ça qu'il faut exposer ton oreille au maximum à ce type de français. Écoute des podcasts, regarde des vidéos de vrais Français qui parlent entre eux, regarde des vlogs, écoute des interviews, même si tu ne comprends pas tout au début. Ton oreille va s'habituer et plus tu t'habitues,
plus tu vas reconnaître des motifs sonores récurrents. Je recommande aussi de faire des dictées audio. Tu écoutes un extrait court, sans regarder le texte, et tu essaies d'écrire ce que tu entends. Puis, tu compares avec la transcription. C'est un excellent exercice pour entraîner ton oreille. Tu as des ressources à recommander pour ça? Oui, bien sûr, il y a le site Français Facile qui propose des dictées progressives, des vidéos YouTube comme celle de Inner French, Français Authentique, ou encore notre propre chaîne, évidemment. Avec nos podcasts, les apprenants peuvent écouter du français naturel, authentique, accessible et surtout bien structuré. Et un autre conseil fondamental, ne cherche pas à tout comprendre. C'est inutile et décourageant. Parfois, tu peux deviner le sens général d'un message sans comprendre chaque mot. L'important, c'est le contexte global, l'intention du message. Petit à petit, tu compléteras les détails. Oui, au début, je paniquais dès que je ne comprenais pas un mot. Maintenant, je laisse couler. Et souvent, je comprends le sens de la phrase grâce au ton ou au reste de la conversation. Exactement. Le langage, ce n'est pas que les mots. C'est aussi l'intonation, le rythme, la gestuelle, le regard. Il faut penser globalement. Et surtout, il faut s'entraîner tous les jours, même quelques minutes. La régularité est la clé. Alors pour résumer cette partie, habitue-toi aux liaisons et aux contractions. Répète les phrases à voix haute. Shadowing. Expose-toi au français parlé naturel. Apprends les expressions familières. Fais des dictées audio. Et surtout, écoute tous les jours sans pression. Merci Luc, c'est super utile. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, je comprends de plus en plus de choses, même dans des films ou dans des conversations spontanées. Tu progresses vite et tous ceux qui écoutent sans ce podcast peuvent faire la même chose. Dans la prochaine partie, on va parler d'un autre sujet très important. Comment améliorer ton expression orale, c'est-à-dire ta capacité à parler avec fluidité, naturel et confiance. Parce que comprendre, c'est bien, mais pouvoir parler, c'est encore mieux. S'il y a bien une chose qui bloque beaucoup d'apprenants, c'est l'expression orale. Tu connais déjà un peu de vocabulaire, tu comprends la grammaire, tu arrives à comprendre quand on parle, mais quand il faut parler à ton tour, tout se bloque. Tu cherches tes mots, tu perds confiance, tu paniques, tu fais des pauses, tu hésites et tu finis par ne plus oser parler du tout. Ça, c'est très courant et aujourd'hui, on va t'expliquer comment améliorer ton expression orale naturellement sans stress, avec des méthodes simples et efficaces. Et ce que tu viens de décrire, c'était exactement moi il y a quelques mois. J'avais tellement peur de faire des erreurs que je préférais ne rien dire du tout. Ou alors, je parlais avec une voix très basse, je murmurais presque, juste pour ne pas me tromper. Et le pire,
c'est que même quand je connaissais les mots, ils ne sortaient pas. Tu n'es pas la seule. C'est une situation très fréquente. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se débloque. Il ne faut pas rester bloqué dans cette peur. Il faut comprendre que parler, c'est une compétence active. Et comme toute compétence active, elle s'améliore avec la pratique. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres. C'est quelque chose qu'on développe en parlant, en répétant, en osant, en se trompant parfois et en recommençant. La première chose à faire, c'est de parler à voix haute tous les jours, même si tu es seul chez toi, même si tu n'as personne à qui parler. Parle à toi-même, décris ce que tu fais. Je vais préparer un café. Il faut que je prenne une tasse. Ensuite, je verse l'eau chaude. Tu peux aussi faire des mini-monologues. Raconte ta journée, raconte tes rêves, tes projets, tes émotions. C'est un entraînement très efficace. Je fais ça tous les matins en me brossant les dents. Je parle à mon miroir comme si je faisais une vidéo YouTube. Et c'est fou à quel point ça aide à organiser mes idées. Au début, c'était bizarre, mais maintenant, c'est devenu naturel. C'est une excellente habitude. Parler seul permet de renforcer les connexions entre les idées, le vocabulaire et la prononciation. Tu actives tout ton système linguistique et si tu veux aller plus loin, tu peux t'enregistrer. Utilise ton téléphone, ton ordi, une appli de dictaphone. Tu parles pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Puis tu réécoutes. Tu vas repérer les mots que tu cherches, les structures que tu maîtrises bien ou mal, et tu vas pouvoir t'améliorer progressivement. Une autre astuce puissante, c'est la répétition de phrases modèles. Tu choisis une phrase que tu entends souvent, tu l'apprends par cœur, tu la répètes plusieurs fois dans ta journée, tu la modifies un peu. Par exemple, je pense que c'est une bonne idée. Tu peux ensuite dire, je pense que c'est intéressant. Je pense que tu as raison. Je pense que ça va marcher. En répétant comme ça, tu développes des automatismes oraux. Et plus tu as d'automatismes, plus tu parles vite et naturellement. J'ai remarqué que les phrases que j'utilise souvent deviennent plus faciles à dire. Par exemple, je suis en train de ou je ne sais pas encore. Au début, je devais réfléchir. Maintenant, ça sort tout seul. Exactement. C'est comme apprendre une chanson. Au début, tu lis les paroles. Puis tu la chantes en regardant. Puis tu n'as plus besoin du texte. Et un jour, tu la chantes en marchant dans la rue sans réfléchir. C'est pareil avec les phrases du quotidien. Et pour accélérer encore plus ton progrès, il faut parler avec d'autres personnes, rejoindre des groupes de conversation, faire des échanges linguistiques, utiliser des applications de tandem ou même trouver un professeur particulier. Ce qui compte, ce n'est pas de parler parfaitement, c'est de parler souvent, même si tu fais des fautes, même si tu hésites. L'important, c'est de t'exprimer. C'est vrai que les premiers échanges que j'ai eus en français étaient très simples,
Mais même un petit dialogue me motivait énormément. Et petit à petit, je me suis sentie plus à l'aise. Et aujourd'hui, je parle avec des natifs sans paniquer. Et ça, c'est une victoire. Une autre stratégie, c'est de ralentir la vitesse de ta parole. Tu sais, parfois, on veut aller trop vite, on s'embrouille et on bloque. Parler lentement, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est un signe d'intelligence linguistique. Les bons orateurs parlent lentement, articulent bien, choisissent leurs mots. Donc, prends ton temps, respire et construis tes phrases calmement. Un autre exercice très efficace, le jeu des 3 minutes. Tu choisis un sujet simple, ma journée, mon plat préféré, mes vacances idéales, et tu te forces à parler pendant 3 minutes non-stop, même si tu fais des répétitions, même si tu fais des erreurs. Le but, c'est de tenir, de rester fluide, et tu verras que ton cerveau va s'adapter. Au début, c'est difficile, mais très vite, tu seras capable de tenir 5, 10, 15 minutes. Et là, tu auras franchi un cap énorme. J'adore ce défi. Je vais l'essayer ce soir. Je vais parler pendant 3 minutes sur mes rêves de voyage et je vais m'enregistrer. Parfait. Tu peux même t'amuser à refaire l'exercice avec les mêmes thèmes chaque semaine. Tu verras ta progression. Et si tu veux vraiment faire un grand saut en avant, n'aie pas peur de jouer un rôle. Crée un personnage. Imagine que tu es quelqu'un d'autre. Un cuisinier, une journaliste, une vendeuse. Et parle comme si tu étais cette personne. C'est ludique, créatif, et ça te libère psychologiquement. Ça me rappelle quand j'étais petite. Je jouais à la maîtresse ou à l'infirmière et je parlais toute seule. C'est vrai que ça marche encore aujourd'hui. Exactement. L'imagination est ton allié. Et n'oublie jamais, faire des erreurs, c'est normal. Même les natifs font des fautes. Le plus important, c'est de continuer à parler malgré les fautes. Chaque mot que tu dis te rapproche de la fluidité. Dans la prochaine partie, on va te montrer comment corriger tes erreurs efficacement sans te décourager. Parce que savoir parler, c'est bien, mais savoir se corriger, c'est encore mieux. Quand on apprend une langue, il y a une peur qui revient tout le temps, la peur de faire des erreurs. Et pourtant, c'est complètement normal d'en faire. On ne peut pas apprendre sans se tromper. Mais le problème, c'est que beaucoup d'apprenants laissent cette peur les bloquer. Ils ont honte, ils deviennent silencieux, ils perdent confiance. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental. Comment corriger ces erreurs sans perdre confiance? C'est un sujet qui me touche beaucoup. Je me souviens qu'au début, dès que quelqu'un me corrigeait, j'étais mal à l'aise. J'avais l'impression d'être jugée, d'être nulle. Et ça m'a beaucoup freinée. J'osais moins parler, moins écrire, moins pratiquer. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Il faut changer sa relation aux erreurs. Une erreur, ce n'est pas un échec, c'est une information précieuse.
C'est une opportunité d'apprendre. Tu vois, un enfant apprend à marcher en tombant. Il tombe des dizaines de fois, mais il se relève à chaque fois. Il ne se dit pas « Oh non, j'ai raté, je ne vais jamais réussir ». Il continue et un jour, il marche. C'est pareil avec une langue. Chaque erreur te rapproche de la maîtrise. Mais alors, comment on fait pour corriger ces erreurs sans se décourager? Parce que parfois, on ne sait même pas qu'on fait une faute, ou alors on la répète sans s'en rendre compte. Bonne question. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'accepter que les erreurs font partie du processus. Il faut presque les célébrer. Tu fais une faute, super. C'est une chance d'apprendre quelque chose. Ensuite, il faut avoir un système d'écoute active. Par exemple, quand tu parles avec quelqu'un et qu'il te corrige, ne te bloque pas. Répète la phrase correcte, doucement, en comprenant bien la correction. Tu peux même la réutiliser plus tard dans une autre situation. Moi, je me suis fait un petit carnet. Dès que quelqu'un me corrige, je note la faute, la correction et un exemple, et je le relis régulièrement. Ça m'aide à mémoriser. C'est une excellente méthode. Un carnet d'erreurs, c'est comme un journal de progression. Et ce qui est encore plus puissant, c'est de classer les fautes par catégorie. Par exemple, les fautes de grammaire, genre, accord, conjugaison. Les fautes de vocabulaire, mots confondus. Les fautes de prononciation, etc. Quand tu sais dans quelle catégorie tu te trompes le plus, tu peux travailler dessus plus efficacement. Mais attention, ne te surcharge pas. Ne cherche pas à corriger 15 fautes par jour. Mieux vaut en corriger une seule, mais bien la comprendre, bien la pratiquer et ne plus la refaire. C'est vrai. Parfois, je me concentre sur une seule petite chose. Par exemple, j'ai longtemps eu du mal avec depuis et il y a. Alors pendant une semaine, je me suis donné comme mission d'utiliser ces deux expressions chaque jour, dans des phrases différentes. Et maintenant, je les utilise presque naturellement. Parfait. C'est exactement ça. Transformer une erreur en objectif de progression. Et une autre méthode que j'aime beaucoup, c'est l'autocorrection avec enregistrement. Tu t'enregistres en train de parler sans te corriger, puis tu réécoutes. Et là, tu repères les fautes. Un mot mal utilisé, un accord oublié, une phrase bizarre. Ensuite, tu refais le même exercice, mais en essayant de corriger ces fautes. Je fais ça avec mes vidéos aussi. Parfois, je me filme en train de parler et quand je me regarde, je repère des erreurs que je n'avais pas remarquées sur le moment. C'est très efficace. Et tu sais, même les natifs font des fautes. Tu as sûrement entendu des Français dire « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas » ou « j'ai allé » au lieu de « je suis allé ». Ce sont des erreurs normales, humaines. Le tout, c'est de garder une attitude détendue. Tu veux progresser, pas devenir parfait. Et pour garder la motivation, je conseille aussi de fêter les petites victoires.
Tu as corrigé une faute que tu faisais depuis des mois. Bravo! Tu as utilisé une expression correcte que tu avais apprise la veille. Félicitations! Chaque progrès mérite d'être célébré. C'est vrai que parfois, on est trop dur avec soi-même. On voit juste ce qui ne va pas, au lieu de regarder tout ce qu'on a déjà appris. Exactement. Il faut apprendre à se parler avec bienveillance. Dire des choses comme ⁇ Je progresse chaque jour, je fais de mon mieux, je suis fier de moi ⁇ ça change tout. Le cerveau a besoin d'encouragement pour continuer à apprendre dans la durée. Un dernier conseil, ose demander à être corrigé. Beaucoup d'apprenants évitent les corrections par peur de se sentir jugés. Mais si tu dis clairement « Je veux progresser, tu peux me corriger quand je me trompe », la personne en face va être plus attentive, plus bienveillante, et tu vas recevoir des feedbacks utiles. C'est ce que je fais avec mes amis francophones. Je leur dis, si je dis quelque chose de bizarre, dis-le-moi. Et souvent, ils me corrigent doucement, en reformulant. Et j'apprends beaucoup comme ça. C'est parfait. Tu es dans une logique d'amélioration continue. Et c'est ça, le vrai secret de ceux qui deviennent vraiment fluides en français. Ils ne cherchent pas à éviter les erreurs. Ils cherchent à les utiliser comme des tremplins. Alors pour résumer, accepte les erreurs comme une partie normale de l'apprentissage. Note-les dans un carnet avec des exemples. Répète les phrases correctes à voix haute. Enregistre-toi et fais de l'autocorrection. Classe tes fautes pour mieux cibler ton travail. Ne cherche pas à tout corriger d'un coup. Demande à être corrigé par les autres. Et surtout, sois bienveillant avec toi-même. Merci Luc, ça me redonne confiance. Et j'espère que ceux qui écoutent ce podcast se sentent aussi plus sereins avec leurs erreurs. Parce que oui, on peut apprendre en se trompant et même progresser plus vite. Exactement. Et dans la prochaine partie, on va te montrer comment réviser intelligemment tout ce que tu apprends pour que tes progrès soient durables, efficaces et motivants. Maintenant qu'on a vu comment corriger ces erreurs sans perdre confiance, on va aborder un autre point essentiel, la révision. Parce qu'apprendre, c'est bien. Mais si tu n'organises pas ce que tu apprends, si tu ne le révises pas régulièrement, tu vas l'oublier. C'est comme remplir un seau troué. Tu verses de l'eau, mais elle s'échappe aussitôt. Réviser, c'est boucher les trous. C'est solidifier ta mémoire. C'est ancrer les connaissances dans ton cerveau. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens perdent du temps à relire les mêmes choses encore et encore, mais sans vraiment progresser. Ou alors ils révisent au hasard, quand ils y pensent, sans méthode. Moi j'étais comme ça avant. Je recopiais mes notes, je surlignais mes cahiers, mais je n'enregistrais presque rien. Tu as raison. La révision active est bien plus puissante que la simple relecture. Ce qui compte, c'est de retrouver l'information par toi-même,
de la faire revenir à la surface de ta mémoire. C'est ça qui renforce les connexions neuronales. Et pour ça, il existe une méthode très connue, la répétition espacée. J'en ai entendu parler, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre comment l'appliquer. C'est très simple. L'idée, c'est de revoir une information juste avant que ton cerveau ne l'oublie. Pas trop tôt, sinon ce n'est pas efficace. Pas trop tard, sinon elle est déjà effacée. Par exemple, tu apprends une nouvelle expression aujourd'hui, tu la revois demain, puis dans 3 jours, puis une semaine plus tard, puis un mois. À chaque fois, tu la revois, tu la réutilises, tu la répètes, et à la fin, elle devient automatique. Et on peut faire ça avec des cartes de vocabulaire, comme les flashcards. Exactement. Les flashcards sont un outil idéal pour ça. Tu peux les faire toi-même avec du papier ou utiliser des applis comme Anki, Quizlet ou Brainscape. Chaque fois que tu révises une carte, tu indiques si c'était facile ou difficile. Et l'application décide quand tu dois la revoir. C'est très puissant. Mais attention, les cartes ne servent pas qu'à apprendre des mots isolés. Tu peux aussi y mettre des phrases complètes, des expressions, des exemples. Plus le contexte est riche, plus ton cerveau retient facilement. C'est vrai que je retiens mieux une phrase que j'ai entendue dans une série ou dans une chanson que juste un mot sorti de nulle part. C'est parce que le cerveau adore les histoires, les images, les émotions. Si tu associes ce que tu apprends à une situation, à une personne, à une image mentale, tu vas le mémoriser beaucoup plus vite. Par exemple, au lieu d'apprendre le mot renverser tout seul, imagine que tu es au restaurant, tu fais un geste brusque et tu renverses ton verre de haut. Là, tu vas mieux te souvenir du mot parce que tu l'as vécu mentalement. Une autre stratégie très efficace, c'est de faire des mini-révisions actives tous les jours. Pas besoin de passer 2 heures. Juste 10 à 15 minutes par jour peuvent faire une énorme différence. Et pendant ces 10 minutes, on fait quoi exactement? Tu choisis 3 ou 4 éléments clés que tu as vus récemment. Une expression, un verbe, une règle, une tournure. Tu essaies de les récupérer de mémoire sans regarder tes notes. Tu construis une phrase avec. Tu la dis à voix haute. Tu varies le sujet, le temps, le contexte. Par exemple, tu veux réviser être en train de. Tu dis, je suis en train de faire à manger. Puis, ils sont en train de se disputer. Ensuite, tu étais en train de parler quand je suis arrivé. Tu vois, tu manipules activement l'information. J'aime bien cette idée de jouer avec les phrases. Ça me fait penser à un entraînement pour le cerveau. C'est exactement ça. La révision, c'est une gymnastique mentale. Et comme dans le sport, la régularité est plus importante que l'intensité. Mieux vaut réviser un peu tous les jours que beaucoup une fois par semaine. Tu peux aussi faire des checklists de révision. Chaque semaine, tu notes les points que tu veux revoir, les temps du passé, les verbes pronominaux,
les prépositions, les expressions idiomatiques. Et tu coches au fur et à mesure. Ça te donne une vision claire de ta progression et ça t'évite de tout oublier. Moi, je fais aussi des quiz. Je crée mes propres quiz ou j'en cherche en ligne. C'est ludique et ça me force à retrouver les infos sans tricher. Excellent. Les quiz sont parfaits pour la révision active. Tu peux aussi inventer des mini-jeux, associer des mots à des images, faire des phrases avec des contraintes. Par exemple, une phrase au subjonctif avec le mot important. Écrire une courte histoire en utilisant 5 nouveaux mots. Tout ce qui stimule ton cerveau est bon à prendre. Et bien sûr, enseigner à quelqu'un d'autre est l'un des meilleurs moyens de réviser. Quand tu expliques une règle, un mot, une nuance à une autre personne, tu consolides tes connaissances. C'est ce qu'on appelle l'effet Feynman. Si tu peux l'enseigner, c'est que tu l'as compris. Ah, c'est vrai, quand j'aide une amie à comprendre un point de grammaire, je le comprends encore mieux moi-même. Ça me force à organiser mes idées. Exactement. Et pour finir, un dernier conseil. Ne cherche pas à tout réviser parfaitement. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser à 100% tout de suite. L'apprentissage, c'est un chemin, pas une course. Sois patient, reste constant et tes efforts vont porter leurs fruits. Merci Luc. J'ai l'impression que tu viens de me donner un plan clair pour organiser mes révisions. Je vais m'y mettre dès demain. Avec plaisir. Et dans la prochaine partie, on va parler d'un thème qui peut tout changer dans ton apprentissage. Comment rester motivé et dans la durée, même quand tu te sens fatigué et démotivé et ou bloqué et Je suis super motivée pour réviser mon français maintenant. Mais parfois je me demande comment rester motivée dans la durée. Parce qu'il y a des jours où je suis fatiguée, d'autres où je doute. Et parfois je me demande si je fais vraiment des progrès. tu n'es pas la seule à ressentir ça, Sophie. La motivation, ce n'est pas quelque chose de stable. Elle monte, elle descend, et c'est normal. L'important, c'est de ne pas compter uniquement sur la motivation. Il faut créer un environnement qui la soutient, même dans les moments où elle est faible. Et tu fais comment pour ça? D'abord, je dirais qu'il faut avoir une vision claire de pourquoi tu apprends le français. Ce n'est pas juste pour faire des exercices, c'est pour pouvoir parler avec des gens, voyager, regarder des films, travailler dans un autre pays ou lire Victor Hugo en version originale. Il faut te connecter à cette vision chaque semaine. Moi, j'ai écrit une phrase sur un post-it que j'ai collé sur mon bureau. Je veux parler français pour me sentir libre en voyageant. C'est mon petit rappel quotidien. Parfait. Avoir une raison personnelle, c'est ce qui transforme un simple objectif en un moteur puissant. Ensuite, il y a une chose qu'on oublie souvent. Varier ses activités. Si tu fais toujours la même chose, toujours les mêmes exercices, les mêmes vidéos, tu risques de t'ennuyer.
il faut alterner. Un jour, tu écoutes un podcast. Un autre, tu écris un petit texte. Puis tu fais un appel avec un partenaire de langue. Puis tu regardes une série. Oui, c'est ce que je fais maintenant. Avant, je faisais que des livres de grammaire. C'était très dur de rester motivé. L'ennui est l'ennemi de la constance. Et ce qui aide aussi beaucoup, c'est de suivre ses progrès, même les petits. Tu peux écrire dans un carnet ce que tu as appris chaque semaine ou enregistrer ta voix une fois par mois pour entendre ton évolution. Quand tu regardes en arrière et que tu te dis « Waouh, il y a 3 mois, je ne comprenais rien à ce podcast. Maintenant, je le comprends à 80%. » Ça te donne un vrai coup de boost. J'ai fait ça sans le vouloir. J'ai retrouvé un vieux message vocal que j'avais envoyé à mon amie française et je me suis dit « Mais j'étais lente. Maintenant, je parle plus vite, je fais moins de pauses. » Et ça m'a redonné confiance. C'est pour ça qu'il faut documenter son parcours. Même si tu ne t'en rends pas compte au quotidien, tu es en train de progresser. Et puis, il y a un autre facteur essentiel. La communauté. Apprendre seul, c'est bien, mais apprendre avec d'autres, c'est beaucoup plus motivant. Tu peux échanger, rire, poser des questions, recevoir du soutien. Moi, j'ai rejoint un groupe Facebook d'apprenantes de français et ça m'aide beaucoup. Il y a des gens de partout dans le monde et on partage nos expériences. C'est super. Et tu peux même trouver un partenaire d'échange linguistique ou suivre un cours de conversation en ligne une fois par semaine. Ce rendez-vous régulier crée une discipline naturelle sans avoir besoin de forcer. Autre astuce, crée des rituels. Par exemple, tu peux décider que chaque matin, pendant que tu prends ton café, tu regardes 5 minutes d'une vidéo en français. Ou que chaque dimanche soir, tu écris un petit bilan de ta semaine en français. Ces mini-routines deviennent des habitudes positives. Et si un jour je n'ai pas envie, je me force quand même. Non, ne te force pas brutalement, mais dis-toi, je vais juste faire 5 minutes. Souvent, une fois que tu as commencé, tu continues naturellement. Et si vraiment tu es épuisé, c'est OK. Prends une pause. L'apprentissage, c'est aussi respecter son énergie. L'important, c'est de ne pas abandonner complètement. Reviens dès que tu peux. Je pense que ce que tu dis est super important. Il faut être régulier, mais aussi bienveillant avec soi-même. Parfois, j'ai l'impression que je suis trop dure. Je me critique, je dis que je suis nulle, que je ne vais jamais y arriver. Et pourtant tu progresses. Le cerveau n'aime pas les critiques. Il apprend mieux quand il se sent en sécurité. Alors change ton discours intérieur. Remplace « je suis nul » par « je suis en train d'apprendre ». Remplace « je vais jamais y arriver » par « chaque jour, je me rapproche de mon objectif ». J'aime bien cette idée. Parler à soi-même comme on parlerait à un ami. Exactement. Sois ton allié intérieur. Et une dernière astuce pour garder la motivation. Crée un projet personnel. Par exemple,
Tu veux raconter ton voyage au Québec? Écris-le en français. Tu veux créer une recette de cuisine? Fais-la en vidéo et explique-la en français. Ce genre de projet donne un sens concret à ce que tu apprends. J'adore ça. Je vais peut-être écrire un petit livre sur mes progrès, rien que pour moi. C'est une excellente idée. Et rappelle-toi, la motivation revient toujours quand tu fais les choses avec plaisir, avec curiosité, avec une vision claire de ce que tu veux. Tu apprends le français pour t'ouvrir au monde, pour rencontrer des gens, pour vivre des expériences nouvelles. Et ça vaut tous les efforts du monde. Sophie, aujourd'hui on va aborder un point central que beaucoup d'apprenants redoutent, la compréhension orale. C'est souvent un des aspects les plus frustrants de l'apprentissage d'une langue. Tu peux apprendre du vocabulaire, maîtriser la grammaire, faire des phrases à l'écrit, mais quand tu écoutes un natif parler à vitesse normale, c'est comme si tu n'avais jamais étudié. Tu entends un flot de sons, tout s'enchaîne trop vite et tu perds rapidement le fil. C'est décourageant. Et pourtant, la compréhension orale, c'est entraînable. Comme un muscle, elle se développe avec de bonnes méthodes, de la régularité et surtout de la patience. Je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Quand j'écoute des films ou même certains podcasts, j'ai parfois l'impression de comprendre seulement des petits morceaux. Et le pire, c'est quand les gens parlent entre eux, dans la rue ou dans un café. Et il y a des mots que je connais, mais à l'oral, avec l'intonation, la vitesse, les contractions, c'est comme un langage complètement différent. Tu as mis le doigt sur quelque chose de fondamental. Le français parlé naturellement est très différent du français écrit ou scolaire. À l'oral, on contracte les mots, on avale des syllabes, on fait des liaisons rapides, on coupe les phrases. Par exemple, tu vas y aller devient souvent tu vas y aller. Je ne sais pas devient je pas. Et tout ça n'est presque jamais enseigné dans les livres de grammaire. Alors pour améliorer ta compréhension orale, la première chose à faire, c'est d'écouter du vrai français, celui qu'on entend dans la rue, à la radio, dans les séries, les podcasts. Il faut y exposer régulièrement, même si tu ne comprends pas tout au début. Mais quand on comprend si peu, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Très bonne question. Oui, au début, tu vas avoir l'impression de flotter, de ne saisir que quelques mots. Mais ton cerveau s'habitue petit à petit, même sans tout comprendre. Il capte des sons, des rythmes, des structures. C'est un peu comme un enfant qui entend parler autour de lui pendant des mois avant de dire ses premiers mots. Ton oreille se forme en silence. Et puis, il y a des façons actives de travailler ta compréhension. Par exemple, prends un podcast ou une vidéo que tu trouves intéressante. Écoute une première fois sans sous-titres,
juste pour capter le sens global. Ensuite, réécoute avec les sous-titres en français pour vérifier ce que tu avais compris. Puis une troisième fois sans sous-titres pour renforcer ta mémoire auditive. Cette méthode est puissante. Je l'ai testé une fois et c'est vrai que ça aide. Mais parfois je trouve que les vidéos ou les podcasts vont trop vite. Est-ce que je peux ralentir la vitesse? Bien sûr, c'est même recommandé au début. Tu peux ralentir 75% ou 50% de la vitesse sur YouTube ou d'autres applis de podcast. L'important, c'est que ton cerveau puisse suivre le rythme, repérer les sons, les intonations, les liaisons. Puis, petit à petit, tu augmentes la vitesse. Et surtout, choisis du contenu qui t'intéresse vraiment. Si tu écoutes un sujet qui te passionne, même si c'est difficile, tu restes motivé, tu veux comprendre, tu fais plus d'efforts, tu retiens mieux. Apprendre, c'est aussi une question d'émotion. C'est vrai. Quand j'écoute des podcasts sur la gastronomie ou sur les voyages, j'ai plus de plaisir. Et même si je comprends seulement 70%, je reste concentrée. Par contre, une interview politique à la radio, je décroche tout de suite. Et c'est normal. Tu dois adapter tes supports à tes goûts et à ton niveau. Un autre conseil utile, c'est de réécouter plusieurs fois le même contenu. Par exemple, tu choisis une vidéo YouTube courte ou un extrait de 5 minutes. Tu écoutes plusieurs fois dans la semaine. Tu verras qu'à la 3e ou 4e écoute, tu comprends beaucoup plus. Ton oreille reconnaît des structures, des intonations, des phrases entières. Et tu peux aller encore plus loin. Note des expressions, répète à voix haute. Fais des dictées avec l'audio. C'est une pratique complète. Une dictée avec un podcast? Je n'y avais pas pensé. Oui, tu mets sur pause. Tu écris ce que tu entends. C'est difficile, mais très formateur. Tu t'entraînes à écouter avec précision, à distinguer les sons, à repérer les conjugaisons, les accords. Et ensuite, tu compares avec la transcription si elle existe. Tu vois où tu t'es trompé et tu corriges. C'est un peu comme aller à la salle de sport pour ton oreille. C'est vrai que c'est un bon exercice, même si ça prend un peu de temps. C'est le temps de qualité qui compte. Mieux vaut écouter 5 minutes attentivement avec une méthode active que 30 minutes de manière passive. Et il ne faut pas oublier la variété des accents. Le français est parlé différemment à Paris, à Marseille, à Québec, à Dakar ou à Bruxelles. Expose-toi à des voix diverses, à des styles différents pour élargir ta compréhension. Oui, j'ai remarqué que quand j'écoute des vidéos de Québécois, j'ai beaucoup plus de mal. Mais du coup, je m'habitue avec le temps. Exactement. Et pour finir, je dirais que la compréhension orale, ce n'est pas seulement une affaire d'écoute, c'est aussi une affaire de confiance. Beaucoup d'apprenants paniquent quand ils ne comprennent pas un mot. Ils s'arrêtent, ils décrochent.
Alors que le plus important, c'est de saisir le sens global. Ce n'est pas grave si tu rates un mot ici ou là. Essaie de rester dans le flow, dans l'intention du message. Comme quand on regarde un film en VO, on ne comprend pas tous les mots, mais on comprend l'histoire, l'ambiance. Exactement. L'important, c'est la pratique régulière, la variété des supports et surtout la patience. Ton cerveau fait un travail énorme à chaque écoute, même si tu ne t'en rends pas compte. Alors continue, expose-toi, sois active et peu à peu, tu vas passer d'une compréhension partielle à une vraie aisance. Luc, j'ai une question qui me revient souvent. J'ai beaucoup de vocabulaire. Je comprends bien les vidéos, les textes, même les chansons parfois. Mais quand je dois parler, tout se bloque. Je cherche mes mots. Je bafouille, je perds confiance. Comment faire pour s'exprimer plus facilement à l'oral? C'est une excellente question, Sophie, et c'est une difficulté que rencontrent presque tous les apprenants, quel que soit leur niveau. Il y a souvent un décalage entre ce qu'on comprend et ce qu'on est capable de produire à l'oral. C'est comme si le cerveau savait, mais la bouche n'arrivait pas à suivre. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille et même assez efficacement avec les bonnes méthodes. Je suis preneuse. J'aimerais vraiment pouvoir parler plus naturellement, sans avoir à réfléchir pendant 20 secondes avant chaque phrase. Alors, la première chose à comprendre, c'est que parler, c'est une compétence physique, en plus d'être mentale. C'est comme jouer du piano ou faire du sport. Plus tu pratiques, plus ton corps et ton cerveau créent des automatismes. Il faut donc parler régulièrement, idéalement tous les jours, même quelques minutes. Et tu n'as pas besoin de partenaire à chaque fois. Tu peux parler seul. Se parler à soi-même, c'est bizarre, non? Pas du tout. C'est même très efficace. Tu peux décrire ce que tu fais pendant la journée. Je me lève, je prépare mon café, je vais sortir acheter du pain. Ou bien tu peux commenter un film que tu viens de voir, raconter ta journée ou encore imaginer une conversation. Le cerveau ne fait pas la différence entre une vraie conversation et une répétition mentale tant que tu actives le langage. Et à force, les mots viennent plus vite. Les phrases s'enchaînent mieux. Je pourrais faire ça en marchant ou sous la douche. Exactement. Profite des moments de solitude pour pratiquer. C'est gratuit, accessible et ça renforce ta fluidité. Ensuite, ce qui aide énormément, c'est de mémoriser des blocs de phrases. Pas seulement des mots isolés, mais des groupes de mots qu'on utilise souvent. Est-ce que je voudrais savoir si, à mon avis, ce que je pense, c'est que ce sont des structures qu'on retrouve partout dans la langue orale. Et si tu les apprêtes dans ta tête, tu gagnes du temps et de la confiance. Un peu comme des briques que je peux utiliser pour construire mes phrases. Exactement.
Plus tu as de briques, plus tu peux construire rapidement. Tu peux même faire une petite liste personnelle des phrases que tu veux utiliser souvent et les répéter à voix haute. C'est là que la répétition entre en jeu. Ce n'est pas très glamour, mais c'est terriblement efficace. Et pour la prononciation, parce que parfois j'ai l'impression de bien dire, mais les Français me regardent comme si j'avais parlé chinois. La prononciation, c'est un point clé. Et ce n'est pas seulement une question d'accent, c'est aussi une question de rythme, intonation et de liaison. Pour progresser, je te conseille de faire du shadowing. Shadowing, tu peux m'expliquer? Bien sûr. Le shadowing, c'est une technique qui consiste à écouter une phrase et la répéter immédiatement, presque en même temps que le locuteur. Tu choisis une vidéo ou un podcast en français, tu écoutes un extrait de 10 à 20 secondes et tu essaies de reproduire exactement la même chose. Le ton, le rythme, la prononciation. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas tout. L'objectif est de former ta bouche et ton oreille au son du français. Avec la pratique, tu améliores ta fluidité et ta prononciation. Ça a l'air intense mais intéressant. Je vais essayer ce soir. Tu verras, c'est très puissant. Une autre méthode utile, c'est de s'enregistrer. Choisis un petit texte, lis-le à voix haute, puis écoute l'enregistrement. Compare avec un natif. Repère ce qui va bien, ce qui doit être amélioré. C'est un excellent moyen d'autocorrection. Oui, mais j'ai horreur d'entendre ma voix. Beaucoup de gens ressentent ça. Mais il faut dépasser cette gêne. En t'écoutant, tu prends conscience de tes progrès et tu corriges plus facilement tes erreurs. Et tu peux aussi demander un retour à un professeur ou à un partenaire linguistique. Le feedback, c'est un vrai accélérateur de progression. Parfois, j'ai peur de faire des fautes. Je me dis que je vais être jugée ou que les gens vont se moquer. Et c'est une peur légitime. Mais rappelle-toi, faire des fautes, c'est normal. C'est même nécessaire pour apprendre. Les enfants font des fautes pendant des années avant de maîtriser leur langue. Et personne ne les juge. Les francophones apprécieront que tu fasses l'effort de parler leur langue, même avec des erreurs. Et tu verras que la plupart du temps, ils sont bienveillants. Tu as raison. Je dois arrêter de vouloir être parfaite dès la première phrase. Exactement. Ose parler, même si c'est imparfait. C'est comme ça que tu progresses. Et surtout, n'attends pas d'être prête pour parler. Parle pour être prête. Il n'y a pas de moment magique où tout sera parfait. Il faut se lancer encore et encore. Merci Luc. Tu viens de me redonner beaucoup d'énergie. Et c'est le but. Continue de parler, de t'enregistrer, de répéter, de faire du shadowing. Et surtout, fais-toi confiance. L'expression orale, c'est un chemin et tu es déjà en train d'avancer. Sophie, on a déjà parlé des erreurs à l'oral, de la peur de parler, mais j'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'un autre aspect important. Comment
apprendre de ses erreurs et surtout comment consolider ce qu'on apprend. Parce que apprendre une langue, ce n'est pas juste avancer sans regarder en arrière. C'est aussi revenir, répéter, reconnaître ses erreurs et ancrer ses connaissances dans la mémoire. C'est vrai que parfois j'ai l'impression d'oublier ce que j'ai appris. Je me dis, mais pourtant je le savais, et puis le mot ne me revient pas, ou alors je fais une faute que j'ai déjà corrigée plusieurs fois. Et tu n'es pas la seule. Le cerveau humain fonctionne ainsi. Il oublie naturellement tout ce qu'il ne consolide pas. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Après un apprentissage, on oublie 50% au bout d'un jour si on ne révise pas et 80% au bout d'une semaine. C'est pour ça que la révision active et espacée est essentielle pour retenir sur le long terme. Donc il ne faut pas juste apprendre une fois et passer à autre chose. Exactement. Il faut revenir régulièrement sur les notions déjà apprises, mais de manière intelligente. Ce n'est pas une répétition mécanique, c'est une réactivation. Par exemple, si tu as appris 10 nouvelles expressions cette semaine, essaie de les utiliser dans une phrase à l'oral ou à l'écrit. Puis, reviens-y quelques jours plus tard. Tu peux aussi créer un petit carnet de révision ou utiliser une application de carte mémoire, comme Anki. Le but, c'est de créer des connexions solides entre les mots, les contextes et les situations d'usage. Moi j'ai essayé Anki, mais je me suis vite lassée. Et c'est normal. L'idée n'est pas de te forcer avec un outil que tu n'aimes pas. Tu peux créer ton propre système. Certains préfèrent s'écrire à la main. D'autres aiment enregistrer des audios. D'autres encore font des fiches papier. L'important, c'est que tu révises de façon active. Lire une liste ne suffit pas. Il faut que ton cerveau retrouve l'information, l'utilise, la manipule. Et pour les erreurs, comment bien les corriger sans que ça me démoralise? C'est une très bonne question. Il faut d'abord changer notre rapport à l'erreur. Dans beaucoup de systèmes scolaires, on nous a appris que faire une erreur, c'est mal. Alors qu'en réalité, l'erreur est une opportunité. C'est un indicateur précieux. Elle te montre exactement où tu dois concentrer ton énergie. Quand tu fais une erreur, ne te dis pas « je suis nul ». Dis-toi plutôt « tiens, voilà une zone que je dois renforcer ». Tu notes l'erreur, tu analyses pourquoi tu l'as faite et tu cherches une stratégie de correction. Tu peux donner un exemple concret? Bien sûr. Imaginons que tu dises « je suis allé à la plage avec mes amis et nous mangeons un sandwich ». Si ton interlocuteur te corrige, nous avons mangé un sandwich, tu remarques que tu as utilisé le présent au lieu du passé composé. À ce moment-là, tu peux répéter la bonne phrase à voix haute plusieurs fois. Nous avons mangé un sandwich. Écrire d'autres phrases similaires. Nous avons vu un film. Nous avons visité un musée.
réfléchir à une règle claire. Pour raconter quelque chose au passé, j'utilise avoir plus participe passé. Et si tu vois que c'est une erreur qui revient souvent, tu peux te créer une mini leçon personnalisée ou même demander de l'aide à ton professeur ou ton tandem linguistique. Je comprends mieux maintenant et ça me rassure aussi, car parfois j'ai l'impression de stagner à cause de mes erreurs. La stagnation est souvent une impression, pas une réalité. Ton cerveau travaille en profondeur, même quand tu n'en as pas conscience. Parfois, il faut juste lui donner un peu de structure, un peu de temps et surtout beaucoup de répétitions dans des contextes différents. Un mot que tu apprends aujourd'hui, tu risques de l'oublier si tu ne le revois pas dans 3 jours, puis 7 jours, puis 10 jours. C'est pourquoi il faut que tu crées des rendez-vous réguliers avec ton français. Et pour consolider tes acquis, tu peux aussi varier les formats. Lire, écrire, parler, écouter. Plus les canaux sont variés, plus l'information s'ancre profondément. Tu veux dire que si je lis un mot, puis je l'écoute, puis je l'écris, puis je le dis à l'oral, je vais mieux le retenir. Exactement. Tu engages plusieurs zones de ton cerveau et surtout, tu te l'appropries. Le mot devient vivant pour toi. Ce n'est plus une information passive, c'est quelque chose que tu maîtrises. Merci Luc. Je me rends compte que j'ai parfois été trop dure avec moi-même, alors qu'en réalité, j'ai juste besoin d'un peu plus de structure dans ma révision. C'est exactement ça. Apprendre le français, c'est un parcours, pas une course. Chaque erreur est une brique. Chaque révision est un pas en avant. Et plus tu construis ton système de consolidation, plus tu progresses avec confiance. Je vais commencer dès aujourd'hui à noter mes erreurs et à faire mes propres mini-leçons. Et je vais essayer de varier les façons de revoir les mots, comme tu l'as dit. Parfait. Et n'oublie pas, tu n'es jamais seul dans ce parcours. D'autres apprenants vivent les mêmes choses, les mêmes doutes. Tu fais partie d'une communauté de passionnés et tu peux être fier de chaque étape franchie. Sophie, maintenant que tu as de bonnes bases en grammaire, en vocabulaire, en conjugaison, et que tu pratiques régulièrement l'expression orale, j'aimerais qu'on parle d'un sujet essentiel. Comprendre les Français dans la vraie vie. Parce que comprendre une vidéo YouTube bien articulée, c'est une chose. Mais comprendre une conversation spontanée entre deux natifs qui parlent vite, qui mâchent leurs mots, qui utilisent des expressions familières, c'en est une autre. Ah oui, ça, c'est un vrai problème pour moi. Quand j'écoute des vidéos comme la tienne ou celle d'autres profs, je comprends presque tout. Mais dès que j'entends deux Français parler dans la rue, dans le métro ou dans un café, c'est comme si c'était une autre langue. Je capte 3 mots sur 10 et je me sens perdue. Et tu n'es pas la seule, je te rassure. C'est une difficulté très fréquente, même chez les apprenants de niveau avancé. Parce qu'en vrai,
Le français parlé dans la rue n'est pas le même que le français des manuels. Il est plus rapide, plus relâché, parfois même un peu sale dans le bon sens du terme. Il y a des contractions, des liaisons inattendues, du vocabulaire argotique, des phrases incomplètes. Et ça, on ne l'apprend presque jamais à l'école. Mais alors comment je peux m'habituer à ce français-là, celui de tous les jours, celui qu'on entend dans les cafés, dans les séries, dans les chansons? Bonne question. Il y a plusieurs choses que tu peux faire. La première, c'est de t'exposer le plus possible à ce français authentique. Et aujourd'hui, c'est facile grâce à Internet. Tu peux regarder des séries françaises avec des sous-titres, écouter des podcasts natifs, suivre des comptes TikTok ou Instagram de créateurs français. L'idée, ce n'est pas de tout comprendre du premier coup, c'est de t'habituer à la musicalité, aux intonations, aux phrases naturelles. Mais souvent, les sous-titres ne correspondent pas exactement à ce que la personne dit. Et c'est justement là que tu progresses. Quand tu repères que l'acteur dit je sais pas au lieu de je ne sais pas ou y a pas au lieu de il n'y a pas, ton oreille et apprend à reconnaître ces formes contractées. C'est un entraînement très puissant et à force, ton cerveau va commencer à faire les connexions automatiquement. Tu aurais des exemples de ces contractions qui posent problème? Oui, bien sûr. En voici quelques-unes très fréquentes dans le français parlé. Tu vas où devient souvent te vas où. Je ne sais pas devient je sais pas. Il y a devient y a. Tu as vu devient t'as vu. On ne peut pas devient on peut pas ou même on peut pas, hein, avec une intonation expressive. Et il y a aussi des liaisons particulières qu'on entend uniquement à l'oral. Par exemple, on dit souvent t'as entendu au lieu de tu as entendu ou encore je vais aller au lieu de je vais aller. C'est fluide pour les Français, mais pour les apprenants, ça peut être un vrai casse-tête. Oui, parfois j'entends une phrase et je ne sais même pas où commence ou finit le mot. Tout est collé. C'est pour ça qu'il faut t'entraîner avec des supports natifs et faire ce qu'on appelle de la compréhension active. Au lieu d'écouter passivement, choisis une vidéo ou un extrait audio court de 30 secondes à 1 minute. Écoute une première fois sans sous-titres, juste pour capter l'ambiance. Puis écoute une deuxième fois avec les sous-titres et essaie de repérer les mots que tu n'avais pas compris. Ensuite, tu peux répéter certaines phrases à voix haute pour mémoriser le rythme naturel. C'est un peu comme faire du shadowing, non? Exactement. Le shadowing, c'est parfait pour t'entraîner à parler comme un natif, mais aussi pour mieux comprendre ce qu'il disait. Et tu peux aussi créer un carnet des expressions orales. Chaque fois que tu entends une expression ou une manière de parler que tu ne connaissais pas, tu la notes. Par exemple, il me saoule. C'est pas terrible.
grave, je suis crevé, on se capte plus tard, etc. Et est-ce que tu penses que c'est utile de regarder des vidéos avec des accents régionaux? Très bonne question. Oui, absolument. Le français n'est pas parlé de la même façon à Paris, à Marseille, à Lyon, à Montréal ou à Dakar. Chaque région, chaque pays francophone a ses spécificités. Et plus tu es exposé à cette diversité, plus tu seras capable de t'adapter. Au début, ça peut sembler difficile, mais avec le temps, ton oreille devient plus agile. Tu aurais une ressource à me recommander pour m'habituer à ces différents accents? Tu peux chercher des vidéos sur YouTube avec des mots-clés. Des mots-clés comme accent du français, français parlé à Marseille, français du Québec ou interview en français. Il y a aussi des chaînes comme Brut, Combini ou France Info qui publient des interviews de personnes de tous horizons. Regarder ces vidéos te permet de t'habituer au vrai visage et aux vraies voix du français. Et si je veux m'entraîner à comprendre les conversations de tous les jours, mais que je suis seule chez moi, je fais comment? Alors tu peux faire ce qu'on appelle des jeux de rôle mentaux. Tu imagines une scène au restaurant, dans un magasin, avec un ami. Tu t'imagines les deux personnes qui parlent. Tu peux inventer les répliques ou bien t'inspirer de dialogues que tu as déjà entendus. Tu peux aussi réécouter des podcasts comme celui-ci plusieurs fois. Et à chaque fois, tu essaies de deviner ce que l'autre va dire, de prédire la suite. C'est un excellent exercice de compréhension active. Je vais essayer ça. Et puis, j'ai remarqué que parfois les Français utilisent des mots familiers que je ne trouve pas dans le dictionnaire. Oui, c'est tout à fait normal. Le français familier est plein de mots d'argot, d'expressions populaires. Par exemple, un mec pour un homme, une meuf pour une femme, bosser pour travailler, flipper pour avoir peur. C'est une autre couche du français, plus spontanée, plus vivante. Il ne faut pas forcément tout apprendre d'un coup, mais il faut être curieux. Quand tu entends un mot que tu ne comprends pas, cherche-le. Et si tu l'entends plusieurs fois, ajoute-le à ton carnet. Merci Luc. Maintenant, je comprends mieux pourquoi j'ai parfois du mal à suivre les conversations. Ce n'est pas parce que je suis mauvaise, c'est parce que le français parlé est tout simplement différent. Exactement. Et en t'entraînant régulièrement, en écoutant du contenu authentique, en notant les expressions, en répétant les phrases, tu vas petit à petit mieux comprendre et même anticiper. Le français réel n'est pas réservé aux natifs. Il est à toi aussi, si tu l'apprivoises. Sophie, après tout ce qu'on a vu depuis le début, il est temps de parler d'un point fondamental mais souvent sous-estimé. Intégrer le français dans ta vie quotidienne. Parce qu'apprendre le français uniquement pendant les heures officielles d'études ne suffit pas. Si tu veux vraiment progresser, il faut que le français fasse partie de ton quotidien,
comme une langue vivante, pas comme une matière scolaire. C'est vrai que je compartimente beaucoup. J'ai mes heures de français où je regarde une vidéo, où je fais des exercices. Mais en dehors de ça, je repasse en mode espagnol ou anglais et je ne pense plus du tout au français. Et c'est exactement ça qu'on va essayer de changer. L'objectif, ce n'est pas de t'épuiser ni de tout transformer, mais de saupoudrer du français dans ta journée, de manière naturelle, fluide, agréable. Tu peux transformer ton environnement pour qu'il devienne francophone, même sans quitter ton pays. Tu veux dire changer la langue de mon téléphone ou des choses comme ça? Oui, c'est un excellent début. Mettre ton téléphone, ton ordinateur, tes applications en français, c'est une façon de t'exposer constamment à la langue. Même un simple paramètre, réglage, batterie faible, ce sont des mots que tu vas voir tous les jours. Et cette exposition passive répétée a un effet énorme à long terme. Et pour les autres habitudes, Tu peux transformer plein de petites actions de ta journée en occasion d'apprendre. Par exemple, quand tu fais de la cuisine, lis une recette en français. Quand tu es dans les transports, écoute un podcast francophone. Quand tu fais une liste de courses, écris-la en français. Quand tu veux chercher quelque chose sur Google, tape-le en français. Quand tu veux écrire dans ton journal ou ton carnet, fais-le en français. Ce sont des actions simples, mais elles vont ancrer la langue dans ta vie réelle, pas juste dans ta vie d'étudiante de français. c'est super intéressant. En fait, je pourrais utiliser le français même pour des choses très personnelles. Exactement. Le français ne doit pas être la langue de l'école uniquement. Il doit devenir ta langue de réflexion, ta langue d'expression, même si ce n'est pas encore fluide. Ce n'est pas grave. Tu peux commencer à penser en français, à te parler à toi-même en français. Par exemple, au lieu de te dire « Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» en espagnol, dis-le en français. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Bon, ça commence bien. Et tu penses que ça marche vraiment? Oui, c'est un processus appelé auto-immersion. Même si tu n'as pas accès à un environnement francophone, tu peux créer cette immersion toi-même. Et plus tu t'exposes, plus tu habitues ton cerveau à fonctionner en français. C'est comme installer un nouveau logiciel linguistique dans ton cerveau. Et avec le temps, ça devient naturel. Et si je vis avec des gens qui ne parlent pas français, tu crois que je peux quand même y arriver? Bien sûr, c'est une question de créativité. Tu peux te créer des espaces francophones dans ta vie, même si les gens autour de toi ne parlent pas la langue. Par exemple, tu peux écouter une chanson française pendant ta douche, coller des post-it en français sur les objets de ta maison, frigo, miroir, porte, etc. Suivre des comptes francophones sur Instagram, TikTok, YouTube, lire des tweets, des articles de blog, des BD en français, rejoindre des groupes Facebook, des forums, des Discords en français. Même 5 minutes ici et là, répéter chaque jour, crée une énorme différence sur le long terme.
Et pour l'écriture, est-ce que je devrais écrire tous les jours? C'est une excellente habitude. Tu peux tenir un journal en français, même juste quelques phrases par jour. Par exemple, aujourd'hui, je me suis levé tard. J'ai regardé une série en français. J'ai compris 70%. J'ai appris 3 nouveaux mots: bouquin, frimeur, paresseux. Ce genre de petit rituel t'aide à fixer ton vocabulaire, à structurer ta pensée en français et à revoir ce que tu as appris. Et tu me conseilles de parler toute seule? Ça ne fait pas un peu fou? Rire. Non, pas du tout. Parler à soi-même, c'est un excellent exercice. Tu peux te parler à voix haute, commenter ce que tu fais. Je vais préparer un café. Il fait chaud aujourd'hui. Tiens, j'ai oublié mes clés. C'est comme créer des mini-dialogues avec toi-même. Et si tu veux aller plus loin, tu peux même enregistrer ta voix et te réécouter. Tu vas progresser à la fois sur le contenu et la prononciation. Je n'avais jamais pensé à toutes ces possibilités. C'est vrai que je peux inclure le français partout sans que ça me prenne plus de temps. C'est exactement ça. L'idée, ce n'est pas d'en faire plus, c'est de transformer ce que tu fais déjà. Si tu regardes une vidéo YouTube tous les jours, regarde-la en français. Si tu écoutes de la musique, mets une chanson française. Si tu fais du sport, écoute un podcast en français. Chaque moment devient une opportunité de progresser. Je vais essayer de transformer mon quotidien en mini-cours de français permanent. Et c'est comme ça que tu vas faire la différence. Les apprenants qui réussissent le mieux sont ceux qui vivent avec la langue, pas seulement ceux qui l'étudient. Faites du français une présence constante, une compagnie agréable, une voix familière dans ta journée. Merci Luc. Tu m'as motivé à 100%. Je vais commencer dès aujourd'hui à mettre un peu de français partout dans ma vie. Bravo Sophie. C'est ce genre d'attitude qui te fera progresser chaque jour. Et si tu nous regardes en ce moment, dis-nous en commentaire quelle action tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour intégrer le français dans ta vie quotidienne. Et surtout, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner et de la partager à quelqu'un qui apprend le français. Sophie, dans la continuité de ce qu'on a dit, il y a une question essentielle que tous les apprenants de français se posent à un moment donné. Comment enrichir son vocabulaire chaque jour de manière simple, naturelle et efficace? Parce que connaître 300 mots, c'est bien, mais en connaître 3000, 5000, 10 000, c'est là que tu commences à vraiment maîtriser la langue. Je suis totalement d'accord. Et parfois, j'ai l'impression de stagner. J'apprends un mot et une semaine plus tard, je l'ai oublié. Ou alors je le reconnais, mais je ne l'utilise jamais. C'est très fréquent. Et c'est pour ça qu'il ne suffit pas d'apprendre des listes de vocabulaire par cœur. Il faut que le mot entre dans ta vie, dans ton contexte, qu'il devienne utile et vivant pour toi. Et ça,
Ça passe par une méthode simple mais régulière. La rencontre, la mémorisation et l'activation. D'accord. Tu peux m'expliquer ça? Bien sûr. D'abord, il y a la rencontre. Chaque jour, tu dois t'exposer à du français authentique. Une vidéo, un podcast, un article, une chanson. Quand tu entends ou lis un mot que tu ne connais pas, ou que tu reconnais mais ne maîtrises pas, c'est une rencontre. Il faut le noter immédiatement. Tu peux utiliser une application de notes, un petit carnet ou même ton agenda. D'accord. Donc je repère le mot, mais après, Ensuite, tu passes à la mémorisation. Et attention, je ne parle pas de répéter le mot 10 fois comme à l'école. Il faut l'associer à quelque chose de concret. Tu peux écrire une phrase personnelle avec ce mot ou une situation réelle où tu pourrais l'utiliser. Par exemple, si tu rencontres le mot embouteillage, écrit hier. J'étais en retard à cause d'un embouteillage monstre dans le centre-ville. Ce type d'ancrage émotionnel et personnel fonctionne beaucoup mieux. ça a du sens. Parce que parfois je fais des fiches de vocabulaire, mais elles restent abstraites. Exactement. Et après cette mémorisation, tu dois passer à l'étape la plus importante, l'activation, c'est-à-dire utiliser le mot. Tu dois essayer de le placer dans une conversation, dans un message vocal, dans ton journal, ou même à l'oral quand tu parles à toi-même. Le cerveau retient mieux quand on réutilise activement l'information. Donc si j'apprends prévoir, je dois dire je prévois d'aller au marché demain, même si c'est tout simple. Exactement. Et tu peux même te donner des mini-défis quotidiens. Par exemple, aujourd'hui, je dois utiliser les mots prévoir, doute, chaleur, hésiter. Tu les intègres dans ta journée, dans tes phrases. Et à la fin de la journée, tu vérifies, est-ce que je les ai utilisés? Est-ce que je m'en souviens? J'aime beaucoup cette idée. Ça donne un objectif, un petit challenge. Et tu peux aussi faire des groupes de vocabulaire. Par exemple, un jour tu travailles sur le thème de la ville. Feu rouge, trottoir, embouteillage, piéton, immeuble. Un autre jour sur les émotions, colère, joie, surprise, tristesse. Le cerveau adore les connexions logiques et les mots que tu apprends ensemble, tu les retiens en famille. Je crois que ça m'aiderait aussi d'avoir une application. Oui, il existe plusieurs applications très efficaces. Tu peux essayer Anki ou Quizlet qui te permettent de créer des cartes mémoire, flashcards. Mais attention, ne fais pas que les lire. Écoute-toi les dire à voix haute. Et combine toujours l'appli avec une utilisation réelle. Et tu penses que je dois viser combien de mots par jour? Ça dépend de ton temps et de ta motivation. Mais entre 5 et 10 mots par jour, c'est parfait. L'important, ce n'est pas la quantité, c'est la régularité. Si tu apprends 5 mots par jour pendant un mois, ça fait déjà 150 mots. Et si tu les utilises vraiment, tu les retiens à vie.
Tu as d'autres astuces pour ne pas oublier les mots? Oui, tu peux créer une boîte à mots oubliés. Chaque fois qu'un mot te revient plus tard, que tu reconnais mais que tu as oublié, tu le notes. Et chaque semaine, tu fais une petite révision des mots perdus. C'est très efficace pour réactiver le vocabulaire. Et tu peux aussi colorier visuellement certains mots importants. Les écrire en bleu dans ton carnet, les souligner, les encadrer. Ça crée une mémoire visuelle. Et tu crois que les chansons aident aussi? Absolument. Les chansons sont très puissantes. Tu retiens mieux les mots et les phrases grâce à la musique, le rythme, les émotions. Par exemple, la chanson Je te promets de Johnny Hallyday est excellente pour retenir des tournures affectives et du vocabulaire utile. Regarde les paroles, chante avec, note les expressions et si tu veux, tu peux même inventer tes propres mini-chansons pour retenir certains mots. Je vais faire ça. Et je vais essayer de parler à mes plantes en français avec mes nouveaux mots. Rire. Excellente idée. Tout est bon pour pratiquer. L'objectif, c'est de voir le vocabulaire comme un outil vivant, pas comme un bloc figé dans un cahier. Et si tu fais de ton environnement un terrain de jeu linguistique, tu vas enrichir ton vocabulaire sans même t'en rendre compte. Merci Luc, ça me donne plein d'idées. Je vais faire un petit rituel du soir avec mes 5 mots du jour à réutiliser avant de dormir. C'est parfait. Et à ceux qui nous regardent, dites-nous en commentaire quels mots vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez le retenir. N'oubliez pas que l'apprentissage, c'est un chemin vivant et que chaque mot appris est une brique de plus vers votre maîtrise du français. Sophie, tu sais, une des plus grandes frustrations des apprenants de français, c'est justement celle-ci. Avoir du vocabulaire, connaître la grammaire, mais ne pas réussir à construire des phrases fluides et naturelles quand ils parlent. Ils cherchent en leurs mots, ils hésitent sur la structure, et du coup, ils perdent confiance. C'est exactement ce que je ressens parfois. J'ai les idées, je sais ce que je veux dire, mais je n'arrive pas à bien l'exprimer. Soit je traduis littéralement depuis ma langue, soit je bloque et je fais des phrases trop simples ou mal construites. Et c'est totalement normal. Construire une phrase dans une langue étrangère, c'est un processus mental complexe. Tu dois choisir les bons mots, les organiser correctement, respecter la conjugaison, la syntaxe. Et en plus, le dire avec un bon rythme. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui s'apprend. Et mieux encore, ça peut devenir naturel avec de bonnes habitudes. Je veux bien connaître ces habitudes. D'abord, il faut que tu arrêtes de penser que tu dois créer chaque phrase depuis zéro. En réalité, dans une conversation, on utilise souvent les mêmes structures, les mêmes modèles. Ce qu'il faut, c'est que tu mémorises des blocs de phrases entiers. Par exemple, je pense que... Est-ce que tu as déjà... Ça fait longtemps que... J'ai l'impression que...
Mais ce sont des formules qu'on utilise tout le temps. Si tu les connais par cœur, tu n'as pas à réfléchir à la structure. Tu peux te concentrer sur le contenu. Donc il faut apprendre des phrases entières, pas juste des mots. Exactement. Ce qu'on appelle des chunks, des blocs de langage. Et tu peux les apprendre à l'oral, en les répétant souvent, en les utilisant dans tes conversations, ou même en les écrivant plusieurs fois dans un contexte différent. Par exemple, prends la phrase « Je ne suis pas sûr de comprendre ». Tu peux la décliner. Je ne suis pas sûr de réussir. Je ne suis pas sûr de savoir. Je ne suis pas sûr de pouvoir venir. Je vois. C'est comme construire à partir d'un modèle. Exactement. Et en plus, ça te permet d'être plus fluide parce que tu n'es pas en train de créer chaque phrase comme une équation. Tu es en train de jouer avec des blocs déjà disponibles dans ton esprit. Et plus tu en as, plus tu peux être précis, expressif et naturel. Et pour la syntaxe, j'ai parfois du mal à bien organiser les phrases, surtout quand elles sont longues. C'est un vrai défi. Mais il y a quelques règles simples à garder en tête. D'abord, en français, la structure de base est sujet, verbe, complément. Par exemple, je mange une pomme. Il regarde la télévision. Nous allons au marché. À partir de cette base, tu peux ajouter des éléments, mais toujours en gardant l'ordre logique. Si tu veux ajouter un lieu, une cause, une condition, il faut apprendre à les positionner naturellement. Et comment je fais pour rendre mes phrases plus naturelles, plus vivantes? Il faut que tu penses comme un francophone. Par exemple, en français, on utilise beaucoup de petites expressions qui donnent du rythme et de l'authenticité. Tu sais, en fait, c'est-à-dire, genre, et puis, ces petits mots font partie du langage oral courant. Ils ne sont pas toujours indispensables grammaticalement, mais ils ajoutent de la couleur à ta façon de parler. Tu veux dire que c'est ça qui donne l'impression qu'on parle comme un Français? Exactement. Ce sont ces détails qui font la différence. Et puis il y a aussi l'intonation, le rythme, les enchaînements naturels. Par exemple, au lieu de dire je veux aller au cinéma, je suis fatigué, je reste à la maison, un natif dirait plutôt je voulais aller au ciné, mais bon, comme je suis crevé, je vais rester à la maison. C'est plus fluide, plus lié. Et ce genre de fluidité s'apprend en écoutant beaucoup et en imitant. Donc je dois écouter, repérer les structures et les répéter. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'imitation consciente. Tu regardes une vidéo, tu notes une phrase que tu aimes bien et tu la répètes à haute voix plusieurs fois. Tu peux même enregistrer ta voix, te réécouter, corriger. Et tu verras, au bout de quelques jours, tu reproduis les structures automatiquement. Et est-ce que c'est bien de s'entraîner à transformer des phrases? Par exemple, si j'apprends je vais au supermarché, je peux dire aussi
Elle va au supermarché. Ils vont au supermarché. C'est une excellente stratégie, ce qu'on appelle la variation grammaticale. Tu prends une phrase et tu la modifies légèrement. Changement de sujet, de temps, de lieu, d'objet. Ça t'aide à renforcer la structure mentale de la phrase. Et ça devient une sorte de gymnastique linguistique. Et tu crois que c'est possible d'arriver à parler sans réfléchir à chaque mot? Oui, c'est le but. Au début, c'est normal de réfléchir. Mais petit à petit, avec de la pratique régulière, ton cerveau commence à automatiser les structures. C'est comme conduire une voiture. Au début, tu penses à chaque geste. Puis un jour, tu le fais sans y penser. La clé, c'est la répétition intelligente. Donc si je résume, je dois écouter, répéter, noter des blocs, transformer des phrases, parler à voix haute et ne pas avoir peur de me tromper. Parfait résumé. Et surtout, sois patiente et bienveillante avec toi-même. On ne devient pas fluent en un jour, mais chaque petite phrase que tu construis, chaque structure que tu maîtrises, te rapproche de ton objectif. Merci Luc. Je me sens motivée pour construire de vraies phrases, belles et naturelles. Bravo Sophie. Et à vous qui nous regardez, quelle est votre phrase préférée en français? Celle que vous utilisez tout le temps. Écrivez-la en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Sophie, on arrive à un sujet que beaucoup de personnes redoutent. Préparer un examen de français. Que ce soit le DELF, le DALF, le TCF ou même un examen universitaire, beaucoup d'apprenants me disent qu'ils ne savent pas comment structurer leur préparation, ni par quoi commencer. Oui, c'est vrai. Quand j'ai voulu m'inscrire au DELF B2, j'étais motivée, mais je ne savais pas du tout comment organiser mon étude. J'avais peur de tout oublier ou de ne pas être prête à temps. C'est totalement compréhensible. Mais bonne nouvelle, comme pour tout objectif, une bonne préparation commence par un plan clair et une méthodologie. Et l'un des plus grands pièges, c'est justement de vouloir tout faire sans hiérarchie, sans stratégie. Tu veux réviser la grammaire, la compréhension, la production écrite, orale, tout en même temps, et tu t'épuises. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait au début et j'avais l'impression de ne rien retenir vraiment. Alors voici la première règle. Identifie les compétences évaluées. Chaque examen de français officiel évalue 4 grandes compétences. Compréhension orale, compréhension écrite, production écrite, production orale. D'accord. Donc l'idée, c'est de diviser sa préparation en 4 grandes parties. Exactement. Et pour chacune, tu dois te poser 2 questions. Quel est mon niveau actuel? Quels sont les critères attendus pour réussir cette épreuve? Par exemple, pour la production écrite au DLF B2, tu dois savoir structurer un texte argumentatif avec une introduction, des paragraphes développés, une conclusion.
Tu dois utiliser des connecteurs logiques, du vocabulaire précis et respecter la consigne. Donc je dois m'entraîner à écrire selon les exigences précises de l'examen. Oui, et idéalement, tu dois analyser des exemples corrigés. Tu regardes ce que fait un candidat qui réussit et tu observes ce que le correcteur attend. Le vocabulaire, la clarté, la cohérence, l'organisation. Et pour l'oral, je trouve que c'est le plus stressant. C'est le cas pour beaucoup de gens. Mais il faut bien comprendre qu'on ne te demande pas d'être parfait. On te demande d'interagir avec confiance, de t'exprimer clairement et de soutenir ton opinion. Ce que tu peux faire, c'est réviser les structures types, donner son avis, comparer, expliquer. Te préparer à parler seul pendant 2-3 minutes. T'entraîner avec un partenaire ou te filmer en train de parler. Puis tu t'écoutes, tu corriges tes hésitations, ton débit, ton vocabulaire. Et tu conseilles de se chronométrer. Oui, c'est indispensable, parce que le jour de l'examen, tu n'auras pas le temps de chercher tes mots pendant 30 secondes à chaque phrase. Tu dois t'habituer à parler dans le temps imparti et à faire passer ton idée rapidement, mais clairement. Tu penses qu'il faut commencer à se préparer combien de temps avant l'examen? Ça dépend du niveau de départ, mais idéalement 2 à 3 mois, avec une progression progressive. Le premier mois, on consolide les bases, on identifie les faiblesses. Le deuxième mois, on s'entraîne avec des exercices proches de l'examen. Le dernier mois, on simule des épreuves complètes dans les conditions réelles, avec chronomètre. Et tu penses qu'on doit travailler seul ou avec un professeur? Les deux sont complémentaires. Tu peux travailler seul pour lire, écouter, écrire, mais un professeur te corrige, t'encourage et te donne du feedback précis. Il te dit si tu respectes bien les consignes, si ta grammaire est correcte, si ton argumentation est solide. Même 1 ou 2 séances par semaine peuvent faire une grande différence. Et tu penses que c'est utile d'avoir un carnet d'erreurs? Oui, c'est une de mes recommandations préférées. À chaque fois que tu fais une faute de grammaire, vocabulaire, syntaxe, tu la notes dans un carnet avec la correction et un exemple correct. Puis, tu relis ce carnet chaque semaine. Tu verras que certaines fautes vont disparaître naturellement parce que ton cerveau finit par intégrer la bonne forme. Et si je stresse trop avant l'examen? C'est normal, mais il faut transformer ce stress en énergie positive. Dis-toi que tu n'es pas seul. Des milliers d'apprenants passent ces examens chaque année et beaucoup réussissent. Respire profondément, visualise ta réussite et rappelle-toi tout ce que tu as appris. Et le jour J, dors bien, mange léger et arrive avec un peu d'avance pour te calmer. Je vais essayer de m'en souvenir. Merci pour tous ces conseils, Luc. Avec plaisir. Et à tous ceux qui nous écoutent, dites-nous en commentaire quel examen vous préparez
ou quels sont vos objectifs en français. Et n'oubliez pas, chaque minute que vous consacrez à votre apprentissage vous rapproche de votre but. Eh bien, Sophie, on arrive au terme de cette longue aventure linguistique. Quelle belle progression depuis la première partie, tu ne trouves pas? Oui, c'était super intense, mais surtout super enrichissant. Je ne pensais pas qu'on allait couvrir autant de choses, et pourtant, on l'a fait. Grammaire, conjugaison, vocabulaire, prononciation, compréhension, expression, stratégie d'apprentissage, tout. Exactement. Et cette vidéo, ce n'est pas juste un cours théorique. C'est un véritable compagnon de route pour toutes celles et ceux qui veulent parler français avec plus de confiance, plus de naturel, plus de plaisir. Je crois que ce que j'ai préféré, c'est cette sensation de pouvoir construire un vrai chemin. Parce que souvent, quand on apprend une langue, on se sent un peu perdu, on ne sait pas trop par quoi commencer, sur quoi se concentrer. Et là, tout est structuré, organisé, c'est motivant. Et tu sais pourquoi? Parce que l'apprentissage d'une langue, c'est comme une grande randonnée. Il y a des montées, des descentes, des paysages magnifiques, des moments où on se sent fatigué. Mais ce qui compte, c'est d'avoir une direction, un plan et surtout de ne jamais abandonner. Oui, et j'ai vraiment senti qu'au fil des parties, on construisait des fondations solides. Ce n'est pas juste accumuler du vocabulaire ou apprendre des règles par cœur. C'est intégrer des automatismes, comprendre comment la langue fonctionne et surtout apprendre à penser en français. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'adresser directement à toi qui écoutes cette vidéo. Oui, toi, si tu es encore là après 2 heures de podcast, tu fais partie d'une minorité courageuse. Tu n'as pas juste cliqué par curiosité. Tu es resté. Tu as écouté. Tu as appris. Et tu peux être fier de toi. Oui, franchement, bravo à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Vous montrez que vous êtes vraiment motivés, que vous voulez progresser. Et ça, c'est déjà 80% du travail. Mais ce n'est pas fini. Parce que maintenant, il faut que cette vidéo ne soit pas juste un moment, mais un point de départ. Tu peux la revoir, la réécouter, la découper, prendre des notes, faire des pauses, répéter à voix haute et surtout, tu peux l'utiliser comme une ressource de révision. C'est un peu comme un manuel vivant, une formation orale gratuite à garder précieusement. Et tu sais quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite routine. Tous les matins, je vais écouter 10 minutes de cette vidéo en marchant ou en prenant mon café. Comme ça, je reste connectée à la langue. Excellente idée. C'est ça le secret de la régularité. 10 minutes par jour valent mieux que 2 heures une fois par mois. La régularité crée des automatismes. Et les automatismes, c'est la clé pour parler couramment. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui doutent parfois,
qui se disent qu'ils n'y arriveront jamais. Oui. Ce que je leur dirais, c'est très simple. Tu es déjà en train de réussir. Le simple fait d'apprendre une langue étrangère est une preuve de courage, de curiosité, de discipline. Ce n'est pas facile, mais tu es là. Tu fais l'effort, tu avances. Et chaque petit pas que tu fais aujourd'hui, c'est une victoire sur la peur, sur la paresse, sur les excuses. Alors crois en toi. Parle, même si ce n'est pas parfait. Fais des erreurs, mais apprends d'elles. Expose-toi à la langue. Lis, écoute, parle, écris. Et surtout, n'abandonne jamais. Waouh, c'est hyper motivant. Merci Luc. Je sens que cette vidéo m'a vraiment donné un nouvel élan. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le, likez, abonnez-vous et surtout partagez-la avec quelqu'un qui apprend le français. Ensemble, on peut créer une communauté de personnes motivées, passionnées, bienveillantes. Et ça, c'est magnifique. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez préféré dans cette vidéo ou ce que vous aimeriez apprendre dans une prochaine. On lit tous vos messages et ça nous aide à créer toujours plus de contenu utile. Merci à toi Sophie pour ce super échange. Et merci à vous tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure en français. Et d'ici là, Continuez à apprendre avec plaisir. et souvenez-vous, le français, c'est plus qu'une langue, c'est une façon de voir le monde. À bientôt.